Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue chez Le Wagon qui nous accueille ce soir pour la 8e édition des Meetup du Genaya Network. Ravi de vous accueillir et ravi de vous voir toujours plus nombreuses et nombreux pour ces Meetup. On a commencé il y a un peu plus d'1 an avec un groupe beaucoup plus restreint et c'est évidemment un énorme plaisir et une grande satisfaction de voir que ça continue à se développer. Je m'appelle Alexandre, donc je suis un des 3 membres fondateurs du Genaya Network. On a Paul, ici présent, et Thomas, qui est juste là, qui sont mes compagnons d'aventure et mes associés également sur Molia, qui est un cabinet de conseil dans la data et dans l'IA. Ça ne s'invente pas. On a tous les 3 travaillé au wagon avec Boris, qui prendra la parole dans une minute, pendant de nombreuses années. Donc les tech, les sujets data, IA, c'est quelque chose qui nous parle depuis de nombreuses années et également tous les enjeux et tous les bénéfices qu'une communauté peut apporter, surtout quand on est dans des moments où le changement, l'innovation vont plus vite que jamais. Donc je pense qu'on est tous ici pour faire une veille mutualisée, partager un peu des retours d'expérience, voir un peu ce qui se fait à la pointe avec des super outils et des super équipes. Donc c'est l'objectif de ce soir. Je vais commencer évidemment par remercier les personnes qui rendent ce meet-up possible, à commencer par Le Wagon qui nous accueille dans un de ses nombreux bureaux à travers le monde. On a la grande chance d'avoir un des 3 cofondateurs, Boris Payard, qui est ici ce soir et qui va vous dire évidemment un petit mot sur l'entreprise et la superbe communauté qu'il a créée pendant 12 ans, si mes souvenirs sont bons. On a aussi Rootly, un super outil qui va être présenté par Adrien Marais, ici présent dans une minute, et puis HEC Paris et son incubateur qui nous ont déjà accompagnés sur d'autres événements et qui de nouveau sponsorisent ici l'événement, notamment à travers de la captation vidéo. Donc un énorme merci à eux. Le Genaya Network, j'imagine que vous en avez un petit peu entendu parler si vous êtes là ce soir. L'idée, c'est très simple, c'est de fournir un forum, un espace de discussion pour des profils techniques sur des thématiques d'IA générative. Donc c'est vraiment l'idée de rassembler, que ce soit en ligne, mais aussi régulièrement à travers des meet-ups, des personnes qui mettent les mains dans le cambouis, qui développent des modèles, qui développent des solutions, qui les mettent en production, et de les mettre et de leur donner un espace de travail, un espace d'échange, pas juste par papier de recherche interposé, mais sur un format un peu plus interactif, un peu plus direct, au quotidien en tout cas, avec une récurrence qui est bien plus élevée. Aujourd'hui, on a un forum privé de discussion que je vous invite évidemment à rejoindre, où on a un petit 150 membres qui sont présents et puis une communauté d'un peu plus de 1000 personnes qui suivent, que ce soit nos meet-up, les newsletters et autres, que je remercie d'ailleurs au passage. Les meet-up, comme ce soir, on en fait toutes les 4 à 6 semaines, avec toujours des boîtes partenaires. On a été chez Pigment, chez Conto et autres. Et ensuite, les classiques, la page LinkedIn et puis le podcast Parole d'IA aussi, dont Paul est l'hôte. Il adore parler, il adore la tech, donc c'était assez évident pour nous de décider qui de nous 3 serait l'hôte de ce podcast. Et l'idée, c'est vraiment pour le coup, d'un petit peu plus vulgariser ce dont on discute aujourd'hui et à travers ces meet-up. Et je trouve d'ailleurs qu'il le fait très bien. Merci Paul pour ces super insights. 2 présentations, en réalité 3, avec Valentin qui va nous faire aussi une démo live d'un outil et d'un agent qu'ils sont en train de développer avec sa boîte. Et ensuite, on aura des retours d'expérience de Doctolib et de Cléo, 2 super boîtes dont vous avez certainement entendu parler. Doctolib qui existe depuis quelques années, Cléo qui a fait des vagues récemment avec une levée de fonds. Donc on a vraiment hâte évidemment d'en savoir un peu plus et de découvrir les dernières choses sur lesquelles vous travaillez. Ici un petit QR code simplement pour suivre les actualités du Gain sur la page LinkedIn, mais évidemment vous pouvez la trouver facilement. Et je vais inviter Boris, cofondateur du Wagon, à nous expliquer un petit peu ce qu'il a développé ces dernières années sur la chaise. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous recevoir tous au Wagon et je suis aussi très heureux de recevoir Gain puisque c'est 3 anciens du Wagon, Alexandre, Paul et Thomas, qui ont monté cette superbe communauté. Et donc ça, c'est aussi une fierté d'avoir le Wagon, la communauté du Wagon qui fait des
qui fait des bébés, c'est un peu bizarre à dire, mais en tout cas qui a des initiatives comme ça qui se créent à partir de la communauté. Voilà, donc très très heureux de vous recevoir. Je vais poser ça ici. Hop. Donc oui, je suis Boris, je suis un des cofondateurs du Wagon. Je ne vais pas pitcher trop longtemps parce que vous avez plein de choses passionnantes à découvrir ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas le Wagon, on est une entreprise qui est spécialisée dans les formations intensives au métier du numérique. Donc on forme concrètement, on forme des data scientists, on forme des experts IA, on forme des développeurs web, on forme des product managers. Et on a aussi beaucoup d'élèves qui sont des entrepreneurs, un peu à l'image d'Alexandre, qui est d'ailleurs un ancien élève aussi du Wagon, et qui vont utiliser la technologie pour créer eux-mêmes leur application, créer leur agent IA et se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on forme des particuliers qui sont en reconversion, qui veulent changer de vie, qui veulent lancer une entreprise. Et depuis 4 ans, on forme aussi, on propose nos formations dans des entreprises. Donc on a formé beaucoup de boîtes du CAC 40, c'est beaucoup autour d'enjeux data et IA. Et d'ailleurs, il y a des ponts assez forts qui peuvent se faire avec le Gen AI Network, puisque j'imagine qu'on est parfois, on travaille avec les mêmes clients, eux plus sur un côté conseil placement et nous plus sur un volet formation. Quelques chiffres pour un peu replacer le wagon. Donc on s'est créé il y a un peu plus de 10 ans, donc il y a 12 ans. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 30 villes à travers le monde. Donc évidemment, là, vous êtes sur le campus de Paris. On a pas mal de campus en France. On a un campus à Londres. On a un campus à Berlin. Si vous voulez même avoir une aventure un peu exotique et vous voulez apprendre la data science, vous pouvez me le faire à Tokyo, à Bali ou à Rio de Janeiro. Ça peut être une idée pour être très focus ou pas. On a formé 30 000 personnes les 10 dernières années à travers le monde. On est listé comme un des meilleurs acteurs de la formation tech sur toutes les différentes plateformes qui listent des avis d'étudiants, avec une note moyenne à 4,98 sur 5 pour plus de 6 000 avis d'étudiants qui ont été postés. Et je vous le disais, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs, donc plus de 200 entrepreneurs qui ont fait le wagon pour lancer leur start-up. Et bon, c'est un peu une vanity metrics, mais on aime bien la mettre quand même. Je parle trop, c'est le timer. C'est 200 boîtes en tout, elles ont levé plus d'1 milliard et évidemment aussi créé beaucoup de success stories. Je ne sais pas si vous connaissez des boîtes comme Skello par exemple, c'est une boîte avec plein d'anciens du wagon, la CEO, le CTO, ils se sont rencontrés pendant leur batch. Et on a plein d'histoires comme ça autour du wagon. Juste, je voulais reprendre, on a mis un peu à jour des success stories un peu récentes parmi nos anciens élèves. Donc, je peux prendre par exemple l'exemple de Clémentine, donc, qui a fait le bootcamp Data Science. Et Clémentine, elle a monté une application d'IA qui utilise l'IA pour la rénovation énergétique, qui s'appelle Kelvin. On a aussi l'exemple de Thomas, donc lui qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais qui a fait aussi le bootcamp Data Science et qui travaille maintenant comme senior data scientist chez Hawkin. Comme exemple, ça c'est un peu nos alumni stars, on a même eu l'ancien ministre du Digital qui a fait Cédric O qui a fait le wagon. On a aussi Olivier Godement qui dirige toute la partie plateforme. Donc c'est en gros toutes les API d'OpenAI pour les développeurs. Donc c'est lui qui est en charge de cette plateforme et c'est un ancien alumni du bootcamp web développement. Et enfin, je voulais montrer un autre exemple d'entrepreneur qui a appris à coder, qui a fait le bootcamp développement web pour lancer une startup qui s'appelle Juke et qui fait un agent IA pour les cabinets d'études, les cabinets d'architectes et les bureaux d'études pour répondre à des appels d'offres. Donc voilà, je voulais montrer un petit peu un éventail d'alumni qui sont soit dans des postes produits, soit dans des postes de data science, qui soit utilisent le développement web ou la data science pour lancer des startups autour de l'IA. Et je voulais aussi montrer, on a pas mal d'élèves qui apprennent le développement. Il y a toujours ce débat, est-ce qu'il faut toujours apprendre à coder en 2025 ? Et on remarque aussi avec l'évolution des outils d'IA pour coder, qu'on a beaucoup d'élèves qui continuent à se former au code, pas pour être vraiment être les personnes qui font les modèles, qui les fine-tune, mais pour utiliser toutes ces pièces un peu d'IA qui existent sur étagère et pour construire des nouveaux agents et des nouveaux services. Alors je ne vais pas vous donner trop d'infos, mais voilà, on est à travers le monde, ça j'en ai déjà parlé, avec 30 campus et avec surtout une grosse communauté européenne qui est très active. Sur nos formats, donc c'est des bootcamps. Ça veut dire, bootcamp, ça vient un peu des bootcamps militaires, donc ça veut dire c'est une pédagogie très pratique où on fait que travailler sur des projets toute la journée. Nous, on a une communauté de 3000 profs, donc on essaie vraiment d'avoir un ratio prof-élève avec un professeur pour 10 étudiants, parce que quand on démarre en data, quand on démarre en code, on est tout le temps bloqué, et la promesse du wagon,
c'est qu'on va aller très très vite en 2 mois parce qu'on met toutes les bonnes pratiques dans le bon ordre et qu'on a des super profs qui vont être là pour aider les élèves dès qu'ils sont bloqués, toutes les 5 minutes. Donc c'est un peu ça la recette du bootcamp. Et évidemment, on fait travailler les étudiants sur des projets un peu de la vie réelle. Vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube de Demo Day. On a plein de projets que les élèves montrent à la fin de la formation. Et donc, si vous êtes curieux, allez voir les derniers Demo Day des bootcamps Data Science ou Développement Web de Paris. Vous verrez, il y a plein de projets qui sont vraiment cool. Et beaucoup d'élèves cherchent un job à la fin. Donc, on a aussi un service carrière. Ce n'est pas uniquement un volet formation. Le wagon, c'est aussi une communauté et un service carrière. Et tous nos élèves, ils ont accès à cette communauté toute leur vie, même à la fin de leur formation. Ce n'est pas juste une formation et salut, ciao. C'est vraiment une communauté et un accompagnement toute la vie. Je ne vais pas rentrer dans tous les programmes, mais donc ce pourquoi on est connu, c'est nos bootcamps. Donc c'est ces formations très intensives qui sont soit de 2 mois à temps plein, soit de 6 mois à temps partiel, qui peuvent se faire soit sur des campus, sur les formats de 2 mois. Donc là, c'est les étudiants qui sont derrière toute la journée en train de travailler sur leur projet. Soit elles peuvent se faire online, notamment les formats à temps partiel. Si vous avez une activité à côté, ce n'est pas forcément facile de dégager 2 mois. Donc vous pouvez suivre aussi nos bootcamps online à temps partiel. Et, ça c'est aussi important, tous ces bootcamps-là, on a des titres professionnels. Pour ceux qui connaissent, c'est le RNCP. Et donc tous ces bootcamps ont une certification RNCP niveau 6. Donc c'est un équivalent Bac plus 3, 3-4. Je ne sais pas pourquoi ils disent 3-4, mais c'est 3-4. Voilà, donc dans les programmes, on forme des développeurs. On dit web development, c'est le mot connu en France, mais c'est plus du software development. On forme des développeurs logiciels. On a un bootcamp plus technique où il y a des prérequis en maths, où il y a beaucoup d'ingénieurs qui le font. Donc comme les exemples que j'ai mis, Clémentine et Thomas, c'était, je crois que Thomas il avait fait Polytechnique et Clémentine Centrale, donc c'était des gens qui avaient quand même des gros backgrounds de maths, mais ils sont venus faire le bootcamp Data Science IA pour savoir faire des produits un peu plus réels. Mais donc c'est un programme qui a quand même un peu plus de prérequis. Data Analytics pour former des analystes. Data Engineering pour des gens qui ont des bases de code et qui veulent vraiment postuler à des jobs dans le Data Engineering. Et le petit dernier, Gross Marketing, où c'est un bootcamp qui vraiment leverage tout ce qui est automatisation et IA avec des cas d'application marketing. Donc ça, c'est nos produits un peu les plus connus, on va dire. Et on a une deuxième gamme qui est une plus petite gamme de 40 heures. Donc ça, c'est des formats qui prennent que 8 semaines, qui se font uniquement online à temps partiel. C'est 2 sessions par semaine. Et donc là, c'est plus pour des gens qui sont déjà des professionnels en poste, dans des fonctions finance, marketing ou dans des fonctions plus techniques et qui veulent monter en compétence sur un sujet précis. Voilà. Donc c'est important pour ceux qui peuvent réfléchir à rejoindre une de nos formations, un de nos bootcamps. Donc désolé pour le slide français-anglais, j'ai pas eu le temps de tout changer, mais comme on a des certifications et on est éligible à tout un tas de financements, donc soit des financements qu'on a mis en place via des solutions comme Alma pour faire du paiement plusieurs fois. On a négocié un prêt avec un taux très bas avec la BNP Paribas. Ça, c'est si vous financez vous-même les formations, mais on est aussi éligible à plein de financements publics. Ça peut être via Transition Pro, ça peut être le CPF, ça peut être des aides régionales. Il y a tout un tas d'aides possibles en France. Et le mieux, c'est de candidater sur le site parce que nos responsables des admissions vont accompagner les candidats à trouver les bonnes solutions de financement par rapport à votre profil. Parce qu'il y a plein de solutions possibles que vous pouvez utiliser. Voilà, je finirai juste là-dessus. Donc là, je vous ai parlé un peu de nos formations. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a développé une partie for business, donc une partie formation entreprise. Et on a travaillé avec plus de 50 entreprises, donc surtout des entreprises du CAC 40, Société Générale, Total, BNP et tous les logos que vous voyez ici. On a formé plus de 4000 professionnels dans toutes ces entreprises, principalement sur des sujets data et maintenant beaucoup sur des sujets IA, et aussi avec une satisfaction qui est très haute par rapport aux standards des formations classiques professionnelles. Donc voilà, si vous travaillez dans des grandes entreprises et que vous avez des enjeux de formation un peu intensifs avec des professeurs, des experts pour avoir un vrai ROI, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le wagon. C'est à peu près tout. Et oui, pour l'occasion, on a mis en place avec l'équipe marketing un discount pour tous les membres de la communauté Gain. Je ne sais jamais s'il faut dire Gain ou Gain ou
GenAI Network. Donc il vous suffit de postuler et sur le formulaire de candidature de préciser que vous venez via la communauté Gain et on mettra ça en place. Voilà, j'en ai fini pour ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée et de très bonnes interventions. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Adrien Marais. Du coup, moi ce soir, je viens vous parler du sponsor, Rootly. C'est grâce à eux que vous avez un apéro avec des pizzas et des bières ce soir, entre autres. Mais Rootly, c'est plus que ça. Rootly, c'est une plateforme d'incident response. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais faire un petit exemple rapide. Si vous êtes sur LinkedIn, que vous avez une erreur 500, vous avez de bonnes chances qu'il y ait derrière un workflow d'incident qui soit créé chez Rootly et qu'une équipe de SRE côté LinkedIn essaye de régler l'incident pour que vous puissiez retrouver votre fil d'actualité le plus vite possible. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent de gérer les incidents de manière un peu industrielle. Et ils le font via une plateforme qui aussi propose de l'IA. Et ce soir, je vous parle de Rootly, mais je vous parle surtout du lab IA de Rootly. Donc c'est quelque chose qui a été créé pour faire de la recherche et de l'innovation dans le milieu du SRE, donc Incident Response, avec des projets IA qui sont faits par des gens externes, dont je fais partie typiquement, et qui vont essayer de craquer certains use cases qu'on peut avoir dans ce milieu-là. Donc ça peut être de l'analyse de log, ça peut être tester certains modèles, distiller des modèles vers des modèles plus petits. Si vous ne savez pas ce que c'est, on peut en parler après. Et donc eux, ils vont proposer tout ça dans un lab, et c'est quelque chose que vous pouvez participer. Tout le monde peut proposer un projet, et c'est quelque chose qui est rémunéré. Donc ça permet de tester des choses dans le milieu du SRE, et bien sûr d'être payé pour ce qu'on fait. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir après, et je vous donnerai un peu plus d'informations sur comment ça fonctionne. Et voilà, je vous laisse maintenant profiter de vos talks, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Un grand merci déjà à Alexandre pour l'invitation. Je suis ravi d'introduire ce meet-up ce soir avec une petite présentation de Rounded. Donc, je suis Valentin, je suis cofondateur de Rounded. Rounded, c'est la plateforme qui vous permet de créer des IA vocales. Avec Émeric et Yacine, quand on a commencé Rounded, on travaillait dans le monde du médical et on créait notamment des agents de secrétariat médicaux. Et on s'est vite rendu compte que c'était assez challengeant. On a décidé de mettre en place tout un ensemble d'outils pour permettre de créer des IA vocales et on les a rassemblés dans une plateforme qu'on met à la disposition de n'importe quelle entreprise pour créer son IA vocale. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc pour cette démo, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui crée une IA vocale pour un médecin généraliste. Donc imaginons que le docteur Laurent n'arrive pas aujourd'hui à capter tous les appels qui arrivent à son secrétariat. Et on va mettre en place une IA qui va pouvoir répondre à ce surplus d'appels. Donc là, je vais configurer directement mon IA vocale. J'ai déjà une première section dans laquelle je vais pouvoir définir un petit peu le ton de l'agent, quelle est sa façon de s'exprimer, quelle est sa voix. Je vais également pouvoir choisir, et ça c'est hyper important pour nous chez Rounded, choisir chacun des modèles d'IA qui vont être utilisés par l'agent. Ensuite, derrière, on voit que mon agent il est représenté par un espèce d'arbre qui est constitué de blocs. Chacun de ces blocs, c'est une étape, c'est une tâche que l'agent doit réaliser pour répondre à la demande des appelants. Si on prend un exemple concret, la première étape pour l'agent, ce sera de qualifier la demande. Donc l'agent va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle et ensuite l'agent va être responsable de sauter d'étape en étape selon ce qui lui est demandé. Donc là, si on regarde cette tâche-là, par exemple en particulier, on voit qu'on a un prompt, on a un ensemble d'instructions pour cette tâche spécifique pour que l'agent sache comment gérer. Et on a une intégration notamment, on peut créer des intégrations avec des logiciels métiers, par exemple Doctolib, ou alors donner des capacités à l'agent d'avoir des actions avec la téléphonie. Donc il peut rediriger l'appel ou le raccrocher ou autre. Donc voilà, une fois que j'ai configuré mon agent avec Rounded, je peux directement le tester dans l'interface. Donc là, j'ai un petit espace pour ça, on va voir à quoi ça ressemble. Bonjour, cabinet du docteur Laurent. Que puis-je faire pour vous ? Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un certificat médical pour le sport. D'accord. Je vois que votre numéro de téléphone est déjà enregistré chez nous. Vous êtes Valentin Flaja, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. À partir de quelle date êtes-vous disponible pour un rendez-vous avec le docteur Laurent ? J'aimerais bien que ce soit le plus tôt possible, par exemple demain. Un instant, je regarde les disponibilités. Les créneaux disponibles sont le samedi 22 mars à 10h30, le dimanche 23 mars à 8h et le mercredi 26 mars à 9h. Quel créneau vous conviendrait le mieux ? Allons-y pour samedi à 10h30. Je vous remercie pour les informations. J'enregistre la réservation. Votre rendez-vous est confirmé pour le samedi 22 mars à 10h30. Avez-vous besoin d'autre chose ? Non, c'est tout bon, merci beaucoup.
Bonne journée à vous. Voilà. Donc là, une fois que j'ai vérifié que mon agent fonctionnait bien et que je suis sûr qu'il fonctionne, je peux le déployer en production. Ça va me permettre derrière de connecter mon agent à un numéro de téléphone. En l'occurrence, je vais pouvoir connecter l'agent au numéro du secrétariat du docteur pour que les patients tombent dessus lorsqu'ils appellent. Dernière chose, quatrième étape, Randid me permet de monitorer mes appels. Donc là, j'ai une vue dans laquelle je vois en fait l'ensemble des conversations entre mon agent IA et mes patients. Donc là, si on regarde, on retrouve ici la conversation que je viens d'avoir avec l'agent, avec un transcript détaillé du coup de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit, quelques informations sur les tools notamment qui ont été appelés, sur des appels API vers des calendriers, ce genre de choses. Et on a aussi une extraction d'informations clés de la conversation. En l'occurrence, ici, on voit qu'on a extrait la raison pour laquelle j'ai appelé le secrétariat, ainsi que le créneau que j'ai choisi pour mon rendez-vous. Voilà, donc ce qu'on a vu, c'est qu'avec Randid, du coup, on peut créer des agents d'IA. Il y a 4 étapes. D'abord, on configure, ensuite on teste, on déploie, puis on monitor. Si vous voulez en parler plus en détail avec Yacine, qui est là ce soir, on sera un plaisir d'en discuter avec vous. Et sur ce, je vous souhaite un très bon meet-up. Il faut que je... Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Julien. Il faut que je m'assoie. Moi, c'est Julien. Bon, je suis un peu spoil par la présentation d'avant parce que je vais parler d'un sujet qui ressemble à un moment, mais c'est super intéressant. Du coup, moi, je travaille chez Doctolib et je gère une partie des équipes Data Science. La partie principalement qui travaille sur tout ce qui est agent conversationnel. Avant d'entrer dans la presse, je vais peut-être repartager un tout petit peu ce qu'on fait chez Doctolib, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent le site, l'utilisent, mais peut-être pour replacer un petit peu dans le contexte de ce qu'on fait, puisqu'on ne fait pas que des produits pour les patients, on fait en réalité beaucoup de produits pour les professionnels de santé. En fait, on a 2 missions chez Doctolib. La première, c'est grosso modo de rendre le quotidien des soignants plus simple. Et en fait, aujourd'hui, on fait beaucoup de travail qui est caché au grand public sur ça, mais on travaille principalement avec les soignants. Et le deuxième, c'est la partie que vous connaissez, c'est rendre l'accès aux soins entre guillemets plus facile. Et du coup, dans ce contexte, on a grosso modo 80 millions de patients qui utilisent Doctolib en France, en Allemagne et en Italie. Et on a, je crois, à peu près 200 000 praticiens ou soignants qui utilisent nos applications et nos produits, pareil, en France, en Italie et en Allemagne. Et dans ce cadre-là, on fait plus que juste la planification de rendez-vous, ce que vous connaissez tous sur le site en ligne. En réalité, Doctolib travaille beaucoup sur tout le logiciel clinique, en fait, pour les médecins, pour les soignants. On a un certain nombre de produits qui font ça, qui sont intégrés avec la gestion des rendez-vous. On a tout un tas de produits également sur une messagerie sécurisée pour les patients, pour échanger sur les cases cliniques. Et la force de Doctolib, c'est de proposer une solution un peu intégrée aux soignants, one-stop shop. Et du coup, dans le cadre de l'IA et de tout ce qui est en train de se passer, on va lancer beaucoup de produits. Donc, je vais vous donner un petit hint sur tout ce qu'on a fait. Je vais essayer de rester super humble parce qu'on n'a pas forcément tout inventé. Donc, voilà, je vais juste vous parler un petit peu de ce qu'on a fait, du chemin qu'on a parcouru et de ce qu'on voudrait faire typiquement et des produits qu'on voudrait lancer. Du coup, alors, comment ça a commencé chez Doctolib ? Alors, je vais vous parler un petit peu après, mais Doctolib à la base, c'est pas forcément une boîte hyper tech. On est, juste pour contexte, c'est une boîte qui fait 3000 personnes aujourd'hui. Il y a à peu près la moitié du staff, c'est des commerciaux qui vendent nos solutions. Et donc on a grossi organiquement en vendant notre solution. On a grossi notre tech sur le besoin un peu primaire qui était la gestion de rendez-vous. Et depuis quelques années, on s'est dit pour scaler, au-delà de scaler les ventes, en fait, il faut qu'on scale notre produit. Et donc, on a une grosse transformation en cours depuis quelques années sur rendre notre produit plus scalable, plus modulaire, pour pouvoir tacler de plus en plus de use cases. Et donc, il y a une prise de conscience au niveau du leadership sur, voilà, il faut scaler le produit de manière technique pour être capable de faire de plus en plus de choses. Et il y a également eu cette prise de conscience à peu près un an et demi, quand typiquement la GenAI est devenue un peu hype, que quelque part, ça allait révolutionner tout notre écosystème et que l'IA, c'était concret, parce qu'avant, on était beaucoup en mode R&D. Typiquement, chez Monolith, on avait des POC, on faisait des choses, data science, mais il n'y a pas forcément cette prise de conscience qu'en fait, ça allait être le produit de demain. Et donc là, avec la GenAI, il y a vraiment eu cette réalisation-là de la part de notre top management, notamment de notre CEO. Et donc, il y a eu un vrai changement en termes de mentalité et de vision produit sur ce qu'on voulait construire grâce à l'IA.
Je vais vous montrer 2 produits qu'on a construits l'année dernière. Et je vais vous raconter un petit peu, grosso modo, le mindset, comment on a construit ça et ce vers quoi on va aller. Je vais commencer par le plus shiny qui fonctionne pas forcément avec un système agentic pour l'instant. Fonctionne avec un système un peu plus simple, qui est grosso modo un assistant de consultation. L'objectif, c'est justement dans le paradigme de rendre le quotidien des soignants plus simple. Je ne sais pas si vous savez combien un médecin passe de temps dans la journée à prendre des notes et écrire ce qui se passe en consultation. C'est à peu près la moitié de son temps, en réalité. Donc, typiquement, quand vous allez chez le médecin, bon, je pense que dans la salle, les gens sont plutôt jeunes, donc moi chez le médecin, mais quand vous allez chez le médecin, en général, le médecin ne vous regarde pas trop dans les yeux, et ce qu'il fait, c'est qu'il est focus sur son ordi à prendre des notes. Et du coup, il ne fait pas son métier de justement parler avec vous et essayer de comprendre vos problèmes. Et donc, le premier produit qu'on a essayé de construire, c'est vraiment un assistant de consultation. L'objectif de ce produit-là, et la première version de ce produit-là, c'est de remplacer la prise de notes pour le praticien. Et donc, ce que fait ce produit-là, c'est qu'il écoute pendant la conversation, et à la fin de la consultation, il fait 2 choses. Il fait une synthèse pour le praticien qui va enrichir le dossier médical et qui va lui servir un petit peu de trame de discussion pour What's Next. Et il enrichit également le dossier médical avec tous les éléments importants qui ont été collectés pendant la consultation. Voilà. Et donc une consultation, c'est à peu près 20 minutes. On leur a économisé entre 5 et 10 minutes. On a lancé ce produit-là en production at scale, donc c'est-à-dire qu'on le vend aujourd'hui commercialement à tous les médecins de France et de Navarre. Et on a à peu près, on l'a lancé en novembre. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 2000 praticiens qui l'utilisent au quotidien. Donc, je n'ai pas le compte exact, peut-être Dana qui est dans la salle l'aura, mais c'est plusieurs millions de consultations qui ont déjà été impactées par cet outil-là. Donc, je vous mets la vidéo, ce n'est pas moi qui parle, c'est un DPM qui joue le médecin, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Bonjour docteur. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors je viens vous voir parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à respirer en ce moment, surtout après le sport. Hier par exemple j'ai fait une course et je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver mon air. Et en fait même parfois sans faire de sport, je me rends compte que ça siffle un peu. Du coup je voulais en discuter avec vous. D'accord. Ça pourrait être de l'asthme. Vous avez déjà fait une crise d'asthme? Non, jamais. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux, des opérations? Oui, alors je me suis fait opérer de l'appendicite en 2011, mais sinon rien d'autre. D'accord. Pas d'allergie? Si, je suis allergique au pollen, donc je prends des antihistaminiques, notamment de la desloratadine et du mométasone. Ok. Vous fumez? Non, jamais. Très bien, je vais vous examiner. Alors asseyez-vous s'il vous plaît. Oui. Je vais vous demander de respirer bien fort par la bouche, comme ça. D'accord. Allez-y. Ok, on entend bien des sifflements. Encore. On entend bien des sibilants à l'auscultation. Je vais prendre votre tension maintenant. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Merci. 12,7, c'est normal. Et la saturation, allez-y, donnez-moi votre doigt, s'il vous plaît. 98%, c'est normal aussi. Je vais vous demander d'aller sur la balance. Oui. 51 kg. Et votre taille? Je fais 1m65. Très bien, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Alors, il est possible que vous fassiez de l'asthme. Rien de grave, il y a des traitements, mais il faut faire quelques examens. Il y a des gens dans votre famille qui ont de l'asthme? Oui, mon père est asthmatique. Ok. Je vous pose la question parce que souvent, dans l'asthme, il y a une composante familiale. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prescrire un bronchodilatateur et vous revenez voir dans une semaine. À ce moment-là, je déciderai s'il faut vous mettre un traitement de fond ou pas. Ok? Entre-temps, je vais écrire un courrier au pneumologue qui va vous faire réaliser une épreuve fonctionnelle respiratoire. Donc c'est un examen pour mesurer votre souffle et confirmer le diagnostic. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non, je pense que tout est clair. Merci beaucoup. Très bien. Donc on se revoit la semaine prochaine. Très bien, merci beaucoup docteur. Voici la synthèse de ma consultation générée par intelligence artificielle. On retrouve les différents éléments mentionnés à l'oral. On voit ici par exemple qu'il a reconnu et codifié l'antécédent asthme. Les données numériques ainsi que les constantes sont reconnues également. Si besoin, je peux modifier ou ajouter certains éléments manuellement. Je garde la main sur ce qui sera ajouté ou non dans le dossier patient. Une fois que c'est bon pour moi, je clique sur Valider. Les éléments sont ajoutés dans les bonnes sections du dossier patient et de l'observation médicale. À gauche, par exemple, je peux retrouver les antécédents.
Ouais, voilà. Donc ça, c'était le premier produit, un premier produit, on va dire, médical, qui fait vraiment de la synthèse. Donc, je peux rentrer un petit peu après sur les questions, si vous voulez, sur comment ça fonctionne derrière. Je vais vous faire la genèse aussi du produit. C'est un produit qu'on a mis 1 an à construire. Et ça va être un peu le fil rouge de ma présentation. C'est que c'est un produit qui, techniquement, n'est pas forcément extrêmement compliqué. Enfin, je pense que tout le monde comprendra un petit peu le système design. Le vrai challenge, c'est comment on fait l'évaluation et comment on fait l'évaluation scientifique de notre produit, puisque du coup, on est sur un domaine médical où, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un produit qu'on a fait plutôt en interne, plutôt pour développer nos skills, nos compétences et un petit peu notre muscle sur demain pouvoir faire du conversationnel et de l'agentique. Chez Doctolib, on a une des valeurs qu'on vend, enfin un positionnement qu'on vend pour nos clients professionnels, c'est l'accessibilité au service client. Donc en fait, on a, pour donner une idée, en France, je crois qu'on a à peu près 100 000 médecins qui sont clients et ils nous contactent 5 à 10 fois par an pour un problème sur le produit, juste parce que voilà, ils ont besoin d'un coup de main sur jouer sur leur agenda, mettre un paramètre, etc. Et donc c'est quelque chose qui est dans notre ADN, en fait, le service client. Par contre, c'est quelque chose qui nous coûte très cher, entre guillemets. Et il y a beaucoup de questions qu'on a sur lesquelles, en fait, c'est relativement du support de niveau 1. Et donc, ce qu'on a commencé à construire pour se faire la main, encore une fois, sur un framework agentic, c'est comment est-ce qu'on peut construire un produit dans le produit at scale. Donc, encore une fois, c'est un truc qu'on a mis en production et qui est disponible pour tous nos utilisateurs, donc 100 000 utilisateurs, sur le support de niveau 1. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une vidéo qui a quelques mois. Je n'ai pas le dernier truc, elle est un peu crappie. Mais juste pour illustrer un petit peu l'agentic, et pareil sur le système design, après on pourra en parler un petit peu sur comment fonctionne. L'idée, encore une fois, c'est que ça soit production ready et que ça soit un peu scalable derrière. Même si ça bouge très vite et que peut-être on ira changer sur les solutions plus tard. Voilà. Donc, traditionnellement, à Doctolib, on avait un petit peu le contact form, comme vous avez sur tous les produits applicatifs. Et derrière, c'était quelque chose qui tombait dans Salesforce, comme ça, un peu brut, de décoffrage sur le service client. Et en fait, ce qu'on a construit, c'est simplement un plugin sur ça, qui est un plugin conversationnel, en fait, et qui va permettre aux praticiens de communiquer avec l'agent conversationnel pour débloquer sa solution. On a commencé assez simple, je vais vous faire la genèse un petit peu sur un RAG, tout simplement, en production. Et on a vraiment fait un agent conversationnel où en fait on a plugué, vous voyez une petite conversation, on a plugué un produit qui va interagir avec nos API produits. Donc on a tout un référentiel sur nos API produits, connecté avec des agents qui apprennent un petit peu comment fonctionnent différentes API et qui est capable d'interagir avec l'utilisateur à la fois en texte et via des composants du UI et du X qui ont été encore une fois scalabilisés par rapport à notre produit. C'est-à-dire que notre système agentique il va utiliser uniquement des composants du UI et du X qui sont dans une librairie et il décide lui ce qu'il doit utiliser, soit du texte, soit un composant qui ferait sens. Voilà, encore une fois, en prod, ce produit-là, c'est beaucoup de travail sur l'évaluation et essayer d'éviter qu'ils disent des folies, notamment sur des settings qui peuvent être assez impactants. Typiquement, un médecin qui va changer un motif de consultation, par exemple, pour ses patients, qui va être mal setupé, ça lui fait de la clientèle en moins, typiquement, et puis ça fait des patients qui n'ont pas de rendez-vous. Voilà. Donc, beaucoup d'évaluation. C'est 2 produits qu'on a lancés l'année dernière. Et en termes de roadmap, donc, il y a ces 2 produits-là. Encore une fois, ce qu'on a fait, donc chez Doctolib, on est quand même une grosse boîte, on est 3000 personnes. Donc l'objectif, c'était de lancer ces produits-là en prod. C'est des produits qui, techniquement, entre guillemets, sont simples à faire, qui par contre nécessitent énormément d'évaluation, puisque derrière, on est en prod, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, c'est des choses qu'on a construites en interne en 9 mois, 1 an, et sur lesquelles aujourd'hui, on a un reach assez important. Par contre, ça, c'était un peu notre icebreaker sur l'IA dans la boîte, sachant que demain, en fait, on veut révolutionner vraiment tout le parcours de soins, à la fois pour les patients, mais aussi pour les professionnels de santé. Et donc, on commence à regarder des produits typiquement comme le phone assistant, donc c'était la démo d'avant, typiquement comment on peut intégrer un assistant vocal dans les pratiques médicales. La force de Doctolib, ça va pouvoir potentiellement être d'intégrer cet assistant médical aussi sur l'application. Donc, tu as vraiment un système complètement intégré, en fait, avec une UX un peu multimodale. Typiquement, on peut imaginer avoir un chat sur l'app qui rebalance sur un téléphone, etc. Donc vraiment quelque chose de complètement intégré qui prépare une réponse pour le médecin si c'est un renouvellement de prescription par exemple. Donc ça c'est un premier pont et typiquement c'est vers des produits comme tu as présenté avant Valentin qui pourraient être comme ça. Et ensuite on commence également à regarder, donc là je ne pourrais pas rentrer totalement dans le détail, mais vraiment des produits sur la partie médicale et clinique pour accompagner les patients sur
des sujets médicaux et cliniques, essayer de faire un petit peu mieux que certains sites sur lesquels vous allez poser des questions médicales et vous avez des réponses un peu farfelues. Et côté médecin également, des choses qui peuvent vraiment être un assistant pour le médecin, pour faire un meilleur diagnostic médical à terme. Et sur ces produits-là, on va avoir des challenges, on en parlait juste avant. Ce qui va être vraiment compliqué pour nous, c'est toute la démarche scientifique et le framework d'évaluation. C'est vraiment ça qui va faire la différence sur les produits at scale à terme. Et c'est ça vraiment notre challenge numéro 1. Je vais vous parler un petit peu, juste 5 minutes, puis après je prendrai les questions, de comment on a commencé. Donc, comme je vous le disais au tout départ de la présentation, à la base, l'entité qui faisait la data science et l'AI à Doctolib il y a 3 ans, c'était principalement une entité de R&D qui faisait des POC, donc beaucoup de challenges, typiquement comme vous avez ça dans beaucoup de boîtes. Difficile de faire éclore des projets en production. Et également, on n'avait pas forcément, la culture de les enablers techniques pour faire l'IA at scale. En revanche, quand on a commencé un peu notre journée d'IA, et notamment fin 2023, on avait 3 marqueurs qui étaient importants dans cette transition-là. Donc, dans une startup, vous les avez nativement, mais dans une grande boîte, ce n'est pas forcément simple. Le premier, c'était, on a un CEO donc, qui a porté l'entreprise, je pense, peut-être vous le connaissez, vous l'avez vu dans le média. Il a créé l'entreprise vraiment avec une casquette sales pendant 10 ans. Et en fait, il a opéré un switch il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, il est CPO, pas CTO, mais on va dire il a un rôle très fort sur la partie produit et tech. Il est hyper impliqué sur ce truc-là. Il est très deep, même sur les parties techniques. Et en fait, il a vraiment insufflé une dynamique très forte, top-down, sur l'ambition IA qu'on avait dans la boîte. Et c'était un petit peu whatever it takes. Les 2 produits que je vous ai montrés, en 1 an, on les sort, ils sont en prod et c'est utilisable par tous les médecins en France. Voilà. Ça, c'était le premier truc. Donc vraiment, la détermination, l'ambition, le focus. Le deuxième, c'est qu'on a aussi, quelque part, eu l'avantage d'être dans une grande boîte avec toutes les ressources d'une grande boîte, mais on a quand même réussi à constituer des équipes un peu mission-driven, un peu en mode startup, avec quelques éléments qui avaient vraiment des skills très spécifiques et qui ont été capables en fait, de construire ces produits-là from scratch. Donc là, on parle, les produits que je vous ai montrés, c'est des équipes de 15 personnes max sur les 3000 qui ont été capables de faire ça en 1 an. Par contre, ce qui était hyper intéressant dans la transformation, c'est que c'est des équipes qui sont très différentes d'une feature team traditionnelle. Et il y a un mix, un blur, si vous voulez, des skills beaucoup plus fort entre certains software engineers qui étaient très machine learning engineers, des machine learning engineers qui avaient des skills assez transverses, et aussi quelque chose qui est hyper important pour nous, mais ça on pourra en discuter pour voir si c'est important pour vous, vraiment des domaines knowledge experts. Donc typiquement, on a bossé avec des médecins, littéralement dans les feature teams, pour construire l'évaluation, le framework d'évaluation, pour construire la donnée synthétique, la donnée annoté, la donnée de training, etc. Donc on a vraiment construit avec des médecins. Pour le customer care, on a bossé avec des agents du support nuit et jour pour voir comment ils faisaient des calls, typiquement leur faire tester le produit. Donc on a vraiment cette dimension dans nos feature teams maintenant avec des domaines knowledge experts qui sont vraiment intégrés aux feature teams. Et le troisième, je l'ai déjà dit, c'est vraiment une mission team, donc assez peu de gens au final, mais assez versatile en termes de skills. Typiquement ce que vous allez encore une fois avoir dans une startup, mais que vous avez plus difficilement dans une grande boîte. Et donc on a réussi à faire ça en 1 an. La route n'était pas simple, on a commencé de manière assez incrémentale. En réalité, on a, sur les 2 produits que je vous ai montrés, à la base, quand on a commencé, début de l'année dernière, c'était principalement du prompt engineering, du RAG. Et l'objectif qu'on a eu là-dedans, c'était premièrement d'essayer de faire comprendre à l'organisation que c'était une approche scientifique qui était importante. Et typiquement, c'était de set up un petit peu ce mindset-là, avec des technos et du système design relativement simple. Donc on a réussi à cranter quelque chose en Q1 en termes de mindset. En Q2, on a réussi à mettre des premiers produits en prod. Typiquement, ce que je vous ai montré là, le produit côté Customer Care, on l'a mis en prod en Q2 l'année dernière. Et le Consultation Assistant, on était en bêta avec 200 ou 300, je crois, praticiens dès Q2 de l'année dernière. Et là, l'objectif, ça a été de commencer à avoir de l'impact. Donc ça, notre CEO, il est fan de ce mot-là, c'est impact. Chez Doctolib, on est ultra user-centric, donc on va essayer de shipper nos produits le plus vite possible, tout en essayant de le faire scientifiquement, mais le plus vite possible pour vraiment aller prendre du feedback utilisateur. On est super applied côté data science. Pas trop de recherche aujourd'hui, on est super applied. Vraiment avoir cet impact pour, 1, avoir le feedback de l'utilisateur, 2, avoir la trust du leadership et cranter vraiment cette transformation d'IA. Et une fois qu'on a eu cranté ça et qu'on a eu des premiers succès, typiquement, voilà, quand même des chiffres qui parlaient à ce moment-là,
en fait, on a commencé à explorer tout ce qui était framework agentic quasiment en juin l'année dernière. Et on s'est dit, on va essayer de mettre en prod des produits basés sur des frameworks agentic dans les 6 prochains mois, donc fin d'année 2024. Donc on a une phase un peu d'exploration, de tooling. Ça bouge très vite. En vrai, il y a plein d'outils sur le marché, on ne sait pas trop lesquels prendre. En plus, chez Doctolib, on a plein de contraintes parce qu'on est Doctolib, on est dans le domaine médical, on est une grande boîte, donc en termes de privacy, de sécurité, il y a plein de contraintes. Donc on ne peut pas forcément aller aussi vite ou utiliser tous les outils qu'on voudrait, comme pourrait le faire n'importe quelle startup. Donc on a essayé d'aller vite, entre guillemets. On a sécurisé un petit démo effect avec le leadership pour se dire, OK, l'agentic ou le conversationnel, c'est the way to be, et tous nos produits d'IA qu'on va construire, ils vont utiliser potentiellement cette technologie-là. Donc quand on a fait ça l'été dernier, on a quasiment réécrit notre product vision aussi. Donc tous les produits qu'on veut shipper à 5 ans, une fois qu'on a eu fait cette démo-là, le CEO s'est dit, en fait, ça c'est la clé pour l'avenir. Donc on a quasiment réécrit tout ce truc-là. Et là, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a nos premiers produits agentic. Donc typiquement le produit que je vous ai monté sur le Customer Care, mais d'autres produits B2B qui vont sortir, où on a un framework, en tout cas on a épuré une espèce de boilerplate en fait, sur comment on le met en prod. On a la partie on met en prod at scale, donc on commence à avoir une robustesse, un knowledge interne sur ça. Et là, l'étape qu'il va y avoir après, et on en parlait juste avant, c'est maintenant qu'on a cranté quelques produits en prod, qu'on a un peu le framework, qu'on a un peu les ways of working avec tous les acteurs, en fait, comment on choisit les bons outils pour le faire facilement. En fait. Et typiquement, au lieu de shipper 2 produits avec de l'agentic, comment on ship 50 produits en 6 mois et que ça ne soit pas forcément des machine engineers qui le fassent, que ça puisse être des gens qui viennent des feature teams traditionnels, typiquement des software eng, qui en fait savent utiliser, ou en tout cas ont à disposition des outils qui sont faciles à utiliser. On les upskill uniquement sur la démarche scientifique, le framework d'évaluation, pour que derrière, en fait, nous, en tant que machine learning engineer, on puisse se concentrer sur les problèmes les plus compliqués, là où il va y avoir les besoins d'évaluation les plus complexes, et typiquement peut-être les produits médicaux, où il va y avoir des certifications médicales à passer, les benches d'évaluation vont être vraiment ardus. Voilà. Je parlais de ça, je pense que c'est un peu petit, mais je vais juste vous en donner un petit mot. Sur le système agentic, comment on l'a construit, on a une grosse brique agentic qui est multimodale, et ce qu'on a essayé de construire depuis le départ, c'est un système qui, consommait de la donnée et des API applicatives de manière assez agnostique. C'est-à-dire qu'on a un référentiel qui est à gauche là sur notre domaine knowledge et nos API applicatives. Grosso modo, c'est un gros référentiel de voilà toutes les API qu'on voudrait que notre système agentic exécute. Voilà toute la doc sur ces API-là. Et en gros, à partir de cette doc-là, on instancie des agents. Et notre système agentic, notre framework agentic, grosso modo, c'est juste une coquille vide, entre guillemets, comme Valentin présentait, qui va simplement lire cette base, ce knowledge de données, et qui va exécuter ou tenter d'exécuter ces API applicatives. On a eu un gros travail d'intégration. Je pense que tu l'as mentionné avant sur la presse avant. Ce qui est changing, c'est au niveau de l'intégration, comment on fait en sorte de mettre un certain nombre de guardrails dans le produit pour que l'agentic en soi n'ait pas forcément complètement le contrôle sur ce qui est exécuté. Donc typiquement, en un certain nombre de cas, par exemple, on moque un call en sortie de l'agentic à l'applicatif, et l'applicatif, lui, essaie d'exécuter. Donc on gère la gestion d'erreurs, par exemple, de manière assez native sur l'applicatif. Comme ça, c'est pas l'agentic qui hallucine, c'est vraiment le système qui dit stop, là, ça, j'arrive pas à le faire, donc repense ce que tu m'as dit. Vraiment mettre ces gardes-là. Donc on l'a testé plutôt comme ça. On n'avait pas forcément besoin sur des use cases plutôt administratifs. Par contre, sur les use cases médicales, quand on aura besoin d'avoir un peu d'explicabilité et qu'on va avoir besoin des guardrails très forts sur un certain nombre de choses, c'est plus le genre de truc qu'on va vouloir utiliser. Et ensuite, tout un framework d'évaluation. Tout un framework d'évaluation qui est hyper important, on en parlait après. On a essayé de mettre en place un framework d'évaluation qui nous permet d'évaluer les systèmes conversationnels sur 3 aspects end-to-end. Donc vraiment, on a une métrique qu'on cherche à optimiser end-to-end. Step by step, donc typiquement l'entrée et la sortie sur chaque agent. Et ensuite, tout un tas de métriques un petit peu de contrôle, on dirait, sur le coût total du système, par exemple, de manière unitaire, sur le nombre de folies qu'il a fait, ou est-ce qu'il a pris le chemin le plus court, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a développé toutes ces briques-là in-house pour être en contrôle et gagner du temps. Et comme je vous le disais avant, le challenge qu'on va avoir dans les 6 prochains mois, c'est typiquement de choisir les bons outils sur le marché pour le faire at scale, tout en gardant, entre guillemets, ces 3 parties-là qui sont les parties sur lesquelles on va rester propriétaire et qui vont faire que derrière, on a quelque chose de spécifique. Voilà. Quelques learnings que je voudrais partager. Alors, le premier, c'est que, alors, je ne sais pas s'il y a des software eng dans la salle, ou des PM,
c'est qu'il va y avoir, je pense, un upskilling assez fort sur le métier de software engineering et de PM. Je le vois at scale chez Doctolib. On avait, il y a 1 an et demi, quasiment que des feature teams assez traditionnelles, applicatives. En commençant à bosser avec des feature teams, mais en faisant des produits hier, on voit qu'il y a tout un nombre de mécanismes qui sont assez naturels quand on est machine learning engineer, qu'on va vouloir transférer quelque part à des software engineers derrière pour progresser at scale. Donc il y a une partie assez intéressante là-dedans, de change, on va dire. Deuxième point, c'est que l'évaluation, au final, c'est ce qui fait que c'est compliqué, que le problème est unique et qu'à la fin, on est propriétaire. Tout le monde peut construire un RAG, tout le monde peut construire éventuellement un système agentique avec des outils comme ça a été présenté avant. Ce qui va vraiment faire la différence à la fin, c'est comment j'évalue mon système et comment je suis sûr que cette évaluation-là, quelque part, elle est spécifique à mon produit, spécifique à ma boîte, spécifique à mon contexte. Le troisième, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes, ça bouge très très vite et c'est assez difficile dans une grande boîte d'aller avec une vélocité qu'on pourrait avoir sur une petite structure. Mais entre guillemets, ce qui est sûr, c'est que si on n'essaye pas de chipper très rapidement, quitte à faire plein d'erreurs, on est assez vite dépassé en réalité. Typiquement, les produits que je vous ai montrés, n'importe quel concurrent, il peut les faire en 6 mois, 1 an. Donc c'est important pour nous de cranter des choses en termes de produits. Et le dernier, mais qui est en corollaire de celui-là, c'est quelque chose que j'ai réalisé en bossant avec des feature teams un peu traditionnels. Il y a une approche par rapport au déterminisme qui est assez forte, c'est-à-dire on sait à peu près où on va, c'est assez simple quand on fait des Figma, des user stories, c'est assez descriptible. Quand on fait du machine learning engineer, cette partie-là, elle est beaucoup plus floue, entre guillemets, et être capable de dire à des feature teams, des product managers, etc., en fait, peut-être que le produit, il faut le repenser complètement, le trash et le redo en 1 quarter ou dans 6 mois. Au final, c'est assez normal, et c'est une vélocité qu'il faut être capable d'avoir, et donc il faut faire des choix qui vont être plutôt sur qu'est-ce qui est scalable à long terme. Typiquement, c'est pour ça que je parlais d'évaluation, framework d'évaluation à la fin. C'est quelque chose que vous allez pouvoir regarder long terme. Le système design technique, la techno, les outils que vous utilisez, si ça se trouve dans 6 mois, dans 1 an, vous avez tous changé parce qu'il y a un OpenAI qui a sorti un truc incroyable, parce qu'il y a un GCP qui a sorti un truc incroyable, etc. Donc la réalité, c'est être capable et prêt à prendre de la dette technique quitte à la scraper complètement dans 6 mois, mais investir du temps sur ce qui va être vraiment valuable à long terme, c'est-à-dire vraiment la création de la donnée pour le training, la création du framework d'évaluation, de comment on va évaluer tout ça. Donc ça, c'est vraiment les trucs qui sont hyper importants. Et un dernier slide sur les challenges un peu clés. Ça va être vraiment tout ce que je disais, cranter comment on fait de 2, 5 produits à 50, 100 produits at scale avec des gens qui ne sont pas machine learning engineers. Donc comment on choisit une plateforme agentique qui nous permet de faire ça. Donc, je pense que ça taille parfaitement avec les sujets de ce soir. Comment on robustifie et scale notre framework d'évaluation, et notamment chez Doctolib, le framework d'évaluation clinique et médicale, parce que c'est vraiment une spécificité où, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur. Et le dernier, c'est comment on apprend à des stakeholders qui ne sont pas des machine learning engineers à en fait faire 80-90% de notre taf aujourd'hui pour se consacrer sur les problématiques les plus compliquées. Voilà. Allô. Je m'entends bien d'ailleurs, juste à côté. Bon, je m'appelle Paul, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Voilà, donc je m'occupe de passer le micro. Il y a une tâche quand même assez difficile, mais je pense que on va y arriver. Donc si vous avez des questions, levez la main, avec plaisir, je viens vous voir et je vous passe des micros. D'ailleurs, je pense que je vais prendre plusieurs micros. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a pas mal de questions qui nous viennent en tête, donc. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant de voir at scale chez Doctolib comment vous faites. Moi j'avais une question sur l'inférence. Vu que vous traitez des données de santé, est-ce que vous êtes quand même avec des API externes ou est-ce que vous avez votre API in-house? Et si vous avez votre API in-house, est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce que vous utilisez comme techno, quel problème vous avez eu avec? Ouais. Voilà. Alors effectivement, tout ce qui est privacy, compliance, quand on est une grande boîte et quand on travaille dans la santé, quand on s'appelle Doctolib, c'est clairement un sujet important. Donc déjà, tout ce que je vous ai montré, c'est compliant en termes de regulatory framework et tout ça. Il y a eu un gros travail sur justement changer potentiellement tout ce qui était... aligner tout ce qui était terms and conditions, par exemple, tout ce qui est gestion du consentement,
notre positionnement aussi, parce que typiquement, on n'était pas forcément contrôleur sur tous les aspects du flow. Donc, on a eu beaucoup de travail là-dessus pour aussi s'enabler en restant compliant. Ensuite, sur les plateformes et sur l'inférence, aujourd'hui, on utilise principalement Azure OpenAI. On a un partenariat particulier avec Azure OpenAI où il n'y a pas de rétention de données de santé en fait lors de l'inférence. Donc entre guillemets, ils ne voient pas nos données de santé sauf à l'inférence, ils ne stockent rien si tu veux. Et on va avoir un gros travail, je pense, dans les mois qui viennent, pour des aspects de productionnalisation, pour des aspects de coût. Typiquement, ça va être de self-hoster un certain nombre de choses avec des modèles plus petits. Donc ce travail-là d'optimisation, il est en cours. On a commencé à le faire sur certains bouts du système design. On va simplement continuer à le faire. Ça pose quand même la question de comment on le fait at scale sans partir dans tous les sens. Et donc c'est typiquement là où le choix de plateforme pour faire ce genre d'optimisation, quelque chose qu'on n'a pas encore cranté, mais sur lequel on va vraiment commencer à réfléchir. Ouais. Bonsoir, merci pour votre propos. Alors vous avez parlé de diversification des produits. Ma question porte sur la diversification des utilisateurs. Est-ce que vous allez vous concentrer sur des produits pour le médecin ou est-ce que vous allez aussi vous intéresser à d'autres professions de santé comme les infirmiers ou les pharmaciens par exemple? Ouais. Merci. Alors c'est une bonne question. Donc du coup, comme je disais en intro, Doctolib, on travaille avec, c'est vrai que c'est la partie cachée de l'iceberg, on travaille, enfin nos solutions elles sont commercialisées à 2000 soignants, et quand je dis soignants, c'est une grande variété de spécialités médicales ou de personnel médical. Typiquement, on travaille en fait avec des assistants de secrétariat, donc les gens qui font l'admin dans les cabinets, et on travaille avec quasiment toutes les spécialités médicales. On travaille avec des hôpitaux également. Donc les produits aujourd'hui tels qu'on les a déjà, ils sont ouverts sur en fait tous les soignants au sens large. Et comme je disais en introduction, on a deux missions vraiment. On a le côté praticien ou soignant. L'objectif c'est vraiment de rendre le produit, enfin de faire en sorte que le produit accompagne le soignant pour leur rendre la vie la plus simple. Donc ça c'est le côté B2B, je dirais. Et côté patient, donc c'est des choses que vous utilisez. La diversification qu'on va avoir en termes de produits, elle va être sur les deux en réalité dans les prochaines années. Avec l'IA, on va avoir des produits d'IA côté B2B et côté B2C. Donc vraiment les deux. Voilà. Typiquement c'est intéressant, l'assistant de secrétariat qui était présenté avant, c'est un des produits qu'on va lancer cette année at scale. C'est un produit qui est à la fois B2B en réalité puisque ça fait gagner du temps aux pratiques médicales. Un médecin aujourd'hui qui est seul dans son cabinet, qui n'a pas de secrétaire, il passe à peu près une demi-journée par semaine à prendre des appels. Alors, ça défocus aussi beaucoup, donc c'est du temps qu'on peut lui faire gagner. Les secrétaires médicales, en vrai, pick up le téléphone, c'est pas une très haute valeur ajoutée. On peut imaginer que les secrétaires médicales, elles soient plus focus sur des tâches d'accompagnement des patients à l'arrivée du cabinet. Donc c'est vraiment pour ça qu'on développe ça. Et côté patient, avoir un produit comme ça, ça veut dire que tu as accès à un cabinet médical 24 sur 24, 7 jours sur 7. Chose que tu n'as pas aujourd'hui. Typiquement, quand le cabinet est fermé, oui, tu peux booker en ligne. Par contre, si tu veux demander un renouvellement de ta prescription pour un médicament qui n'est pas engageant, tu ne peux pas le faire. Tu es obligé d'attendre que ça soit ouvert. Avec un produit comme ça, tu peux imaginer que demain, tu pourras faire ce genre de choses. Voilà. Merci. Tu as parlé donc de la validation tout au long du système des agents. Ouais. J'imagine qu'il y a du LLM as a judge quelque part là-dedans. Si vous êtes que chez OpenAI, comment vous gérez le fait d'avoir que les mêmes types de modèles? Et tu as parlé d'avoir des petits modèles, c'est plutôt des gros modèles. Comment vous gérez ça? Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, en termes de framework d'éval, et notamment de framework d'éval clinique et médical, on est vraiment au début, en fait, il n'y a pas de standard. On est en train d'essayer de poser ce standard-là. Donc, je n'ai pas les réponses détaillées sur exactement les métriques qu'on va suivre à terme. Je peux te parler un petit peu, si tu veux, après de ce qu'on regarde, tu vois, en termes d'expérimentation. Sur la validation, typiquement sur la validation du consultation assistant que j'ai montré, là, le premier produit, en fait, en réalité, on a fait beaucoup d'annotations. On a fait beaucoup d'annotations. L'année dernière, ça a été vraiment aussi un learning, par exemple, pour la boîte, en général, un des moyens de valider, c'est de faire de l'annotation, pas forcément passer par de la donnée synthétique ou pas passer par des LLM as a judge. Et ça nous a permis, cette annotation-là, de quelque part pas forcément avoir à rely sur des LLM as a judge. Et typiquement dans un écosystème où effectivement on n'a qu'une famille de modèles à dispo, c'est un peu un souci. On utilise sur plutôt de l'exploration, de l'expérimentation, un certain nombre d'autres modèles. Par contre, c'est vrai que dès qu'on va vouloir utiliser des frameworks APIsés qui ne sont pas Azure OpenAI,
si on met de la donnée de santé dedans, c'est problématique en réalité. Donc c'est typiquement une des contraintes qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, on le fait un peu de manière self-hostée sur un certain nombre de modèles, pas tous. Mais voilà. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question sur le produit de retranscription. Alors j'imagine que ça doit être du Whisper ou fine-tuner, tout ça. Et je me demandais à quel point c'était dur de lui intégrer du nouveau vocabulaire comme des noms de médicaments et tout. Et je crois, pour avoir un peu touché à ça, je trouve que c'est assez compliqué quoi, de lui apprendre des nouveaux mots, quoi. Ouais, alors c'est hyper intéressant comme question. Typiquement, enfin, alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais oui, c'est du Whisper fine-tuné. Là, on est en train de regarder d'autres approches, typiquement pour aller un peu plus loin, mais voilà. C'est une question assez intéressante parce que typiquement dans le domaine médical, il faut savoir que par exemple, il n'y a pas d'ontologie sur des termes, par exemple, de symptômes. Par exemple, les symptômes, c'est pas un champ lexical qui est normalisé. Et donc typiquement, je ne sais pas si tu dis j'ai de la fièvre, il y a certains médecins qui vont considérer ça comme un symptôme et d'autres qui ne vont pas le faire. Et donc un des gros challenges sur le produit là, c'est typiquement est-ce que j'ai de la fièvre, on le fait ressortir dans les symptômes. Et encore une fois, ça a la même réponse qu'avant. En fait, la manière dont on l'a fait, c'est vraiment en faisant de la notation et en prenant du feedback des soignants en réalité. Chez Doctolib, on a quand même la chance, c'est qu'on a un reach énorme, notamment avec les domaines knowledge experts. Si on veut prendre du feedback sur 100 000 praticiens, sur en fait, on a sorti ce symptôme-là, c'était pertinent ou pas, on peut le faire online en fait. On peut vraiment prendre du feedback online. Et on peut le faire assez rapidement, même 300 médecins en bêta. En réalité, tu crées de la donnée assez vite, tu as une consultation tous les 20 minutes. Donc on a beaucoup fait d'évaluations grâce à ça. Mais c'est parce qu'on a ce reach-là aussi. Chez Doctolib, nativement, on a déjà le produit, on est déjà chez le client, entre guillemets. Ça nous permet quand même d'avoir une espèce d'explicabilité ou de traçabilité sur pourquoi on fait un choix par rapport à un LLM ou The Judge où c'est assez directionnel en réalité sur pourquoi tu fais une décision. Donc voilà. Bonjour. Julien, j'avais une question, enfin deux. La première, effectivement, c'est sur les données que vous utilisez dans Vorag là, pour votre assistant. Est-ce que vous récupérez les données qui ont eu lieu des différentes consultations? Si oui, comment est-ce qu'il y a un consentement pour parce que ça va réalimenter finalement votre RAG. Ça, c'est la première question. La deuxième, elle est plutôt financière. C'est entre votre coût Azure OpenAI et votre coût de VectorDB. Aujourd'hui, c'est quoi votre ratio? Ok. Alors sur la première question, comme je t'ai dit, on a eu un gros travail au début sur tout ce qui était terms and conditions pour s'assurer que, entre guillemets, on pouvait développer ces produits-là et on pouvait les développer dans quelque chose qui était compliance. Et il faut savoir que historiquement, par exemple, on n'était pas, tu vois, si tu utilises le website, par exemple, on n'était pas contrôleur sur le flow de booking. C'était le médecin qui ownait ça. Et donc, typiquement, la donnée qu'on collectait dans le flow de booking, ou qu'on collecte dans le flow de booking, c'est le médecin qui own ça. Donc, pour pouvoir faire quelque chose avec, il fallait prendre le consentement du médecin, tu vois, pour donner un exemple. On a eu ce genre de réflexion sur, en fait, pour faire ces produits-là, il faut peut-être qu'on change un petit peu nos terms and conditions. Et pour le produit que je vous montrais sur l'assistant de consultation, en fait, il y a un double consentement aujourd'hui. Il y a un consentement côté médecin. C'est-à-dire que si un médecin ne veut pas utiliser, il ne l'utilise pas. Bon, en général, quand il achète, c'est qu'il veut l'utiliser. Et ensuite, sur le patient, en fait, le médecin ne peut pas activer la fonctionnalité si le patient n'a pas consenti. Voilà. Donc, il y a un double consentement. Et aujourd'hui, dans le produit, la synthèse qui est faite n'est pas réutilisée sur la consultation d'après. Par contre, c'est des produits qu'on est en train de développer. Typiquement, comme je disais, on va aller sur des produits plutôt cliniques et médicaux. Donc là, tu as envie de réutiliser tout le contexte patient que tu connais. C'est en cours de développement. On n'y est pas encore, donc on n'a pas de produit en prod sur ça encore. Mais effectivement, il y a un framework typiquement de consentement, principalement là-dessus. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, c'est une question. Oui, sur le coût, pardon, excuse-moi. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail des coûts. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a une règle sur les produits qu'on développe. Ça, c'est intéressant pour le coup en termes de production. On essaie de faire une marge assez élevée sur les produits qu'on met en prod. Et donc, le coût d'inférence du produit-là, c'est qu'une fraction relativement faible. Je ne peux pas donner le chiffre, mais du prix auquel on le commercialise.
Donc en fait, il y a eu toute une phase quand on a, par exemple, l'assistant de consultation, quand on a commencé à travailler dessus en 2024. En fait, le truc était juste pas commercialisable parce que c'était juste très très cher. En fait, typiquement, au bout de 3 consultations, tu avais grillé le prix. C'est juste pas possible. En fait, on l'a quand même fait parce que ça allait tellement vite en fait qu'on savait que dans 6 mois, dans 9 mois, les coûts auraient été divisés par 10. Et en fait, on avait un peu de notre règle de 3. On savait qu'on allait tomber bon. Et ensuite, il y a eu pas mal d'optimisation sur l'infra en soi pour vraiment avoir des coûts les plus bas possibles. Donc, le gros des coûts, ça reste l'inférence en réalité. Mais ça reste assez faible en réalité par rapport à ce qu'on commercialise en termes de coûts. Voilà. Mais c'est un gros sujet. Typiquement, par exemple, by design, un assistant de consultation va coûter moins cher que par exemple un assistant conversationnel pour les practices médicales. Parce que sur les practices médicales, par exemple, tu vas avoir des services additionnels en plus, tu vas devoir gérer la téléphonie. Donc ça pile up et à la fin, ça te double quasiment le coût par rapport à un produit qui est juste conversationnel. Voilà. Mais effectivement, quand tu passes en prod, cet aspect financier, ROI financier est important. Ouais. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a encore pas mal de questions. On met une deuxième présentation et puis il y aura largement le temps de discuter tous ensemble après autour même d'une bière et d'un morceau de pizza. Donc merci beaucoup en tout cas pour la présentation. On va pouvoir passer à la seconde. Et j'en profite pour vous dire que s'il y a des gens intéressés, on recrute à fond. Donc voilà. Voilà. C'est bon, ça marche. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Louis Poirier, je suis le cofondateur et le CTO de Cléo. Donc, ce soir, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on fait à Cléo et de comment est-ce qu'on utilise les agents, comment est-ce qu'on les construit au sein d'une plateforme qui va être multi-cas d'usage, multi-industrie. D'accord ? Donc, petit brief sur Cléo. On a créé ça avec Philippe et Adrien, deux anciens associés, deux anciens collègues de C3AI en début 2024. Alors C3AI, on avait fait des gros déploiements d'IA à l'échelle planétaire, donc des millions de modèles, des milliards de prédictions par jour, etc. Et en fait, on a voulu revenir à quelque chose d'un peu plus petit et prendre un petit peu la vague de l'IA conversationnelle dans un domaine qu'on trouvait être totalement sous-représenté, qui est la vente de produits complexes. Quand on regarde l'IA conversationnelle, il y a énormément de produits qui ont été développés, soit pour les devs, en se disant je vais faire des outils, quelqu'un d'autre va le construire, soit dans le support client, etc., où en fait il y a une partie qui est un peu plus facile, qui est que la personne a quand même envie de retourner ses chaussures, envie de retourner son produit. Donc même si vous avez un service qui est moindre, vous aurez quand même des conversations. Donc on s'est dit on va s'attaquer à la vente, il y a moins de monde. Il y a aussi tout de suite un volume qui est plus important, parce que vous avez des centaines de milliers de visiteurs qui viennent sur votre site tous les jours, voire tous les jours, tous les mois. Et comment est-ce qu'on arrive à vendre des produits? Alors on ne va pas vendre des câbles Ethernet, des trucs comme ça, on va essayer de vendre des produits qui sont complexes, et je reviendrai pourquoi c'est important que ces produits soient complexes. En termes d'activités récentes, on a levé 3 millions récemment pour justement accélérer notre croissance. Et donc, comme mon précédent interlocuteur, on recrute, et j'y reviendrai à la fin. Voilà. Donc, pour revenir sur les produits complexes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la vente sur Internet, ça existe depuis longtemps. Sur les produits complexes, on est bien plus bas en termes de conversion que sur des produits plus simples. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est des produits qui sont en général à plus forte valeur ajoutée, où il y a une vraie image de marque pour les boîtes, etc. Donc on pense à du voyage, on pense à de l'immobilier, on pense à de la voiture. C'est des produits où il va y avoir une grosse intervention humaine en général pour pouvoir expliquer à l'utilisateur ce qu'on vend. C'est pas facile en fait d'acheter un voyage aujourd'hui. Il y a plein d'options, il y a plein de façons de concevoir son voyage, ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le vivre, etc. Ça va être de comprendre l'intention de l'utilisateur et ça va être de faire matcher ça avec des produits que j'ai en catalogue ou que je vais construire si je suis designer de voitures, de voyage, etc. D'accord ?
Donc, on dépense une fortune en SEO, mais en fait, derrière, on n'arrive pas à convertir les gens. Donc, ce qu'on fait, voilà une petite vidéo qu'on a fait avec le rebranding du site récemment, mais qui vous explique un petit peu, grosso modo, qu'il y a des intentions qui sont complexes, qui sont émises par les utilisateurs, qui sont vagues en général aussi, et qu'il va falloir qualifier, qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir réengager l'utilisateur pour lui poser des questions supplémentaires, jusqu'à temps de comprendre exactement ce qui l'intéresse, dans le cas de l'immobilier, dans le cas d'un voyage, dans le cas d'une voiture, etc. Okay. On pense aussi qu'il y a une grosse vague, on n'est pas les seuls, hein, mais on pense aussi qu'il y a une grosse vague en fait qui permet de, je sais pas quoi, ça part pas en boucle, mais une trend aujourd'hui qui est les travailleurs digitaux. Donc c'est en fait comment est-ce que je prends quelques tâches qui sont effectuées aujourd'hui à faible valeur ajoutée par des humains et je les confie à des IA pour pouvoir le faire. Et au lieu de réfléchir en termes de coût par token, comment est-ce qu'on réfléchit en termes de valeur ajoutée pour la boîte, valeur ajoutée qui peut se comparer au salaire d'une personne, qui peut se comparer au ROI qu'on a sur la vente d'un produit, etc. En termes de résultats, en fait, on voit que ça marche aussi, ne serait-ce que sur notre première agent qui s'appelle Lisa, qu'on met donc directement en face des clients finaux. On arrive à augmenter les leads sur les sites de plus de 200% et on arrive aussi à mieux les convertir, c'est-à-dire qu'on comprend mieux l'intention et donc on arrive à les engager jusqu'à un objectif qui peut être de nous donner un numéro de téléphone pour pouvoir être rappelé par un humain pour pouvoir finaliser la vente ou une conversion directement sur un parcours e-commerce. Dernière partie, là, c'est assez vague, mais les 10 fois Insight Captured, c'est qu'en fait, on a une bien meilleure compréhension. On a un peu le rêve du CMO qui est de comprendre son client parce que le client va nous donner, en plus de ce qu'on a prévu, plein d'informations sur ce qui les intéresse et peut-être sur les produits qui n'existent pas, sur la façon dont il faut vendre, etc. Alors, je vais avancer si j'y arrive. Voilà. Donc, d'un point de vue technique, parce que c'est comme pour ça qu'on est là, en fait, quels sont les challenges? On a 3 challenges principaux. C'est comment est-ce qu'on va rendre l'expérience plus engageante. Les chatbots, on les a vus. Mon train est en retard. Ah bon, votre train est en retard. Ouais, mon train c'est tel. Ah bah c'est quoi votre numéro de train? Je viens de te le dire, etc. Et jusqu'à temps que ça marche pas. Donc comment est-ce qu'on rend une expérience qui est plus riche, qui est plus engageante, qui va permettre aux gens de se projeter un petit peu sur les ventes, etc. Comment est-ce qu'on arrive à récupérer la bonne information, donc que ce soit du RAG ou autre, mais récupérer la bonne information pour pouvoir la projeter devant le client et lui donner des informations pertinentes par rapport à ce qu'il recherche, sachant que ce qu'il recherche n'est pas clair. C'est ça qui est important. Et dernièrement, comment est-ce qu'on fait ça de façon automatique, c'est-à-dire avec peu d'intervention humaine au milieu. Donc tout ça, c'est high level ce qu'on va chercher à faire. D'un point de vue plus spécifique, ça va être capturer l'intention de l'utilisateur, capturer son attention aussi, comment est-ce qu'on convertit quelqu'un et lui dit en fait, ce n'est pas un chatbot, c'est une expérience conversationnelle que je vais essayer de te donner. Et ça peut être de la voix, ça peut être une interface riche en termes de visuel, etc. Et comment est-ce qu'on va réussir à aller large sur le type de requête qui va être fait et profondément sur les questions qui sont posées parce qu'à la fin, il faut qu'on puisse présenter un produit X qui lui correspondra et qui correspondra à l'intention d'achat et sur lequel on va pouvoir vendre un produit. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, tout ça, comme on vient d'en parler, mène à l'émergence d'une plateforme. En fait, on ne peut pas, alors, disclaimer comme je l'ai mis sur la slide, vous n'avez peut-être pas besoin d'AI, soyons clairs. Il y a quand même plein de sujets, en fait, il n'y a pas besoin d'IA. Deuxième chose, c'est que vous n'avez probablement pas besoin d'agents, mais si vous en avez besoin, il vous faut une plateforme. C'est-à-dire que les agents sont tellement compliqués à mettre en production, tellement ils peuvent partir dans tous les sens, etc. Il faut pouvoir continuellement les mettre à jour, il faut pouvoir continuellement leur donner de la donnée qui est fraîche, etc. Et donc, il vous faut une plateforme. Ce qui est assez amusant, c'est que, comme je disais, j'ai fait 14 ans d'IA et parmi les tâches que je faisais, au plus du technique, il y avait de la vente. Et ça fait 14 ans qu'en fait, enfin 10 ans, qu'on utilise cette slide qui est en bas, qui fait partie d'un papier par Google qui s'appelle la Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems.
et qui dit en fait, le ML, c'est 5% de ce qu'il faut faire. Tout le reste, c'est de l'infrastructure, c'est de la plomberie. Et en fait, vous prenez la même chose 10 ans plus tard, en 2025, vous remplacez ML par IA, vous avez la même plateforme. Grosso modo, c'est la même image. Donc là, je n'ai pas envie d'aller me loguer sur Apple. Plateforme, si on la simplifie, il y a 3 couches. D'accord, je promets, je rentre un peu plus dans le détail au fur et à mesure. Il y a 3 couches. Il y a une couche basse qui est comment est-ce que j'accède à l'information, comment est-ce que je l'organise pour que grosso modo cette donnée soit accessible par des agents, par des LLM. Une couche par-dessus qui va être le framework agentique, les LLM, les agents, ce que je veux. Et par-dessus ça, cette expérience engageante, parce que si je n'ai pas de client, si j'ai personne qui interagit avec mon système, je n'ai pas de label pour pouvoir comprendre ce qui se passe, je n'ai pas de données pour pouvoir comprendre ce qui se passe, et mon système ne sert à rien surtout. En termes d'expérience engageante, en fait, on expérimente avec pas mal de choses. On est assez fort dans le voyage aujourd'hui, entre Havas Voyage, comptoir, des voyages, showroom privé, etc. Et il y en a plus qui arrivent derrière. Donc, en fait, ces clients-là, au fur et à mesure, nous font confiance et nous permettent en fait d'aller tester des choses nouvelles. Donc, on a commencé par la partie de chatbot en se disant c'est une ligne de JavaScript à rajouter sur mon site, ça va être facile à intégrer. Donc il faut bien commencer quelque part. On a complètement remplacé ça par une expérience qui en fait commence à prendre plus de place sur le site. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, on prend de plus en plus de place jusqu'à temps de remplacer le site, grosso modo. Mais cette expérience conversationnelle, il y a des expériences qui sont faites, on voit des petits trucs qui émergent par-ci par-là, où en fait, grosso modo, on prend de plus en plus de place et ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'effectivement, j'ai ma conversation, j'ai ce que OpenAI appelle les canvas sur la droite. Il y a des choses qui se passent, c'est riche, je peux interagir, etc. Donc, et encore là, je suis sur une interface qui est textuelle et visuelle. On pourra ajouter des modalités plus tard. Passons dans la partie un peu plus data. Je disais, il y a l'expérience utilisateur. Je suis passé vite dessus parce que c'est plutôt Philippe qui s'en occupe, mon associé. Sur la partie data, c'est le nerf de la guerre. C'est qu'on fasse de l'analyse de données, du ML ou aujourd'hui de l'IA. S'il n'y a pas de data, il n'y a rien. Les challenges sont les mêmes, d'accord. Vous avez des données qui sont diverses formes, diverses natures, diverses qualités aussi. Ça change, donc il faut pouvoir les mettre à jour, etc. Et plus intéressant, ce qui est nouveau, je dirais, c'est que en fait, tous les systèmes qui ont été construits jusqu'à maintenant, malheureusement, sont pas facilement adressés. Enfin, il y en a certains qui le sont, mais c'est pas forcément designé pour des flows agentiques, pour des flows de LLM. Donc, comment est-ce qu'on vient prendre cette donnée-là et on vient, alors ma slide est complètement foireuse là, mais c'était aligné normalement. Comment est-ce qu'on vient en fait les catégoriser et les mettre surtout dans un framework unifié. Donc on a de la donnée qui est tabulaire, de la télémétrie. Encore une fois, on a mangé des pétas dans notre vie précédente. Ça rentre bien dans des systèmes de données traditionnels, que ce soit relationnels ou key-value store ou autres. De la donnée non structurée avec des vector stores, que ce soit des images ou du texte ou d'autres. Des ontologies, c'est-à-dire la représentation de comment est-ce que les données sont liées les unes aux autres. Pensez catalogue produit. Mon voyage, il s'appelle comme ça, il est dans tel pays, il est fait par tel tour opérateur, il y a tel thème, etc. Donc comment est-ce que je représente cette ontologie pour pouvoir en fait ensuite relier les produits entre eux et trouver des produits à recommander qui soient pertinents. Et finalement des ressources sur lesquelles je ne vais pas forcément faire du search, mais que j'ai envie de pouvoir représenter. Donc ça, voilà, j'ai mis en face des technologies qui correspondent. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de les unifier. Et en fait, on peut les unifier soit en utilisant des technologies existantes. Donc en fait, Vector RAG, c'est nous, pour notre cas d'usage, c'est un problème qui est quasiment résolu. Il n'y a pas vraiment de challenge là-dessus. On récupère les bons produits, on récupère les bonnes informations, etc. Je pense que si on était sur du médical, sur du financier, sur du légal, où il y a vraiment une qualité d'information qui est critique, il y a du travail encore à faire. Mais dans nos cas, c'est résolu. D'un point de vue code et données structurées, en fait, les LLM sont extrêmement bons à faire ça, que ce soit sur des langages qui sont connus, SQL, Cypher. Cypher, c'est pour faire des queries sur des graph databases. Les modèles marchent extrêmement bien parce qu'en fait, ils ont été entraînés, les modèles publics, j'entends, parce qu'ils ont été entraînés sur des volumes qui sont tellement importants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous faites
de la programmation depuis assez longtemps, vous vous rendez compte que les langages se ressemblent quand même un peu tous. Et donc les règles de grammaire qui existent sont transposables du code vers le langage humain, mais aussi du code entre eux. Et donc on avait par exemple nous une intégration à faire avec Milvus, qui est une base de données vectorielle hybride, où on peut faire du structuré et du sémantique ensemble. Et le langage Milvus, c'est Milvus, pour une raison que j'ignore, ils n'ont pas utilisé SQL. Alors ils ont voulu faire un truc à leur sauce, mais en fait en promptant le modèle correctement, il est capable de se reposer sur ses connaissances de SQL pour pouvoir faire une inférence du langage en question. Donc si vous avez des DSL un peu particulières, etc., c'est tout à fait faisable avec juste du prompting. Et finalement, on a essayé de mettre tout ça ensemble en faisant, comme je disais, appel à des bases de données hybrides, du graph et surtout une couche de data fusion sur laquelle en fait, on fait des appels avec des agents pour pouvoir mixer ensemble un peu toutes ces informations-là. Alors vous ne voyez rien sur le graphe là, mais c'est un graphe qui représente une toute petite fraction de ce qu'on fait chez Havas Voyage, où il y a 30 000 produits et derrière des centaines de milliers de nœuds et des centaines de millions de références derrière en termes de prix, etc. J'ai pas vu cette slide, ce qui a été présenté avant. Alors j'imagine que ce meetup est extrêmement... vous savez tous ce qui se passe là-dedans, mais je trouve que c'est quand même un peu utile de comprendre sur quelle est la genèse, parce que ça répète aussi la genèse que nous on a eue en termes de développement de la solution. Donc vous avez des LLM, je vais passer au RAG, je vais passer au workflow, aux agents, etc. La LLM, c'est le moteur, hein, c'est là que tout commence, que ce soit un LLM ou un modèle de fondation. Hein, c'est très très bien, par contre ça hallucine. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire paramétrique qui a permis de distiller, et c'est quand même une des grosses avancées, je pense, de notre génération, qui distillait tout Wikipédia, tout ça, etc., dans un seul petit modèle, et qui est capable de générer à partir de ça. Donc c'est quand même assez hallucinant quand on y pense. J'ai envie de le grounder, j'ai envie de le mettre sur des données qui sont à moi, je fais un RAG, d'accord. RAG où le R, c'est pas juste du vector store, ça peut être un retriever qui est beaucoup plus intéressant, sur lequel on va taper sur des graphes, on va taper sur de la donnée structurée, on va taper sur des mix, etc. Mais fondamentalement, avec ça, je peux faire ce qu'on appelle seulement des single hops, c'est-à-dire que je peux faire une seule... je prends ma requête, je vais récupérer un document, je reviens. Et je fais peut-être un résumé avec le LLM pour le donner. À partir du moment où je fais ce single hop, en fait, je ne peux faire que répondre à des questions. Donc en fait, si on pense à un chatbot, on a un chatbot qui est assez nul parce qu'en fait, il ne va pas engager l'utilisateur, il ne va pas lui poser une question supplémentaire, il va être la personne qui est un peu coincée dans le coin de la pièce pendant une soirée et qui répond par oui ou par non à des questions. Ce qui fait que ce n'est pas très intéressant quand on fait de la vente et clairement, on ne va probablement pas lui acheter quelque chose. Donc, la solution que nous on a mise en place après, c'était de faire des workflows, des workflows même pas agentiques, des workflows de LLM, où en fait on vient structurer de façon très précise, je fais cet appel-là, je fais cet appel-là, je fais cet appel-là. Par-dessus ça, on peut mettre une couche de dispatcher, où en fait on va dire, tiens, j'ai une requête qui arrive, je vais la balancer à droite à gauche sur différents workflows que je connais bien, et je vais répondre. Donc ça c'est très intéressant, ça marche bien, ça permet de commencer à répondre à des questions qui sont plus intéressantes, on peut un peu faker le truc pour répondre à des questions qui sont, pour pouvoir relancer la conversation, etc. Mais fondamentalement, c'est des questions ça va être des réponses qui sont hyper robotiques. Si jamais vous êtes tombé sur un workflow qui n'est pas le bon, c'est un peu foiré. Et si vous voulez à la fois répondre à une question sur c'est quoi ta destination, sur une destination, une recommandation de destination, et en même temps poser une question un peu supplémentaire ou faire autre chose, vous n'allez pas en fait avoir cette flexibilité. Alors que dans une conversation normale avec un agent, avec une personne, vous allez pouvoir poser des questions dans tous les sens. Donc on arrive à traiter la diversité, mais c'est pas naturel du tout. Entre les agents, donc un agent c'est quoi? C'est un workflow sur lequel on a dit tu as le droit de prendre une décision. Tu as le droit de prendre des décisions sur tu vas à droite, tu vas à gauche, tu prends tel outil, etc. Et tu peux le faire plusieurs fois. D'un point de vue plus technique, on introduit des cycles en fait, dans les graphes. Donc on a la possibilité en fait, de faire des boucles et de réfléchir à est-ce que j'ai reçu ce qui m'intéressait? Non, je fais appel à un autre outil. Est-ce que ça me suffit? Non, je continue, etc. Jusqu'à temps de sortir, soit parce que j'ai plus de soupe, soit parce que j'ai trouvé la réponse à ma question. Donc ça, c'est un agent. Dernière chose, c'est que cet agent, si vous en faites qu'un seul, vous allez avoir des coûts qui sont élevés parce que vous allez probablement aller sur un gros modèle qui est capable de faire plein de trucs
Et c'est un peu bête parce qu'il y a plein de tâches qui ne méritent pas d'avoir des modèles aussi importants. Donc on arrive sur de l'orchestration multi-agents, et ces multi-agents, il y en a certains qui vont être... Il y en a un qui va être très fort tout en haut, et d'autres qui vont être beaucoup plus simples pour faire du RAG, pour faire d'autres choses, etc. D'accord ? Donc je trouve que c'est assez... si on regarde l'axe vertical, hein, que ce soit la complexité, la performance, le temps de construire, l'effort, etc., vous changez juste l'unité, mais grosso modo, tout va dans le même sens. Le coût aussi. Donc, pour revenir sur comment est-ce qu'on les construit, ces agents-là, et ça mènera aussi à la... Je vais essayer quand même de finir dans les temps, mais... L'évaluation. On vient d'en parler à la présentation d'avant, j'en reparle ici, mais il faut se construire un dataset pour commencer. Si vous n'avez pas de dataset, ça ne sert à rien. Vous allez avoir un truc qui est cool. Il y aura peut-être le wow effect au management, ça c'est cool. Ça permet dans une plus grosse boîte de se donner license to play, en fait, de continuer un petit peu l'aventure, mais d'un point de vue scientifique, ça ne marche pas. Et surtout, trouver une métrique qui correspond bien. Encore une fois, le ML, ça existe depuis 50 ans. Il y a des métriques, il faut les optimiser, etc. Il y a des nouvelles métriques qui apparaissent, mais il faut en trouver une qui vous correspond, et même si ce n'est pas exactement la bonne, au moins vous allez dans une direction qui est intéressante. Deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre les outputs structurés, les sorties structurées en français, ça sonne moins bien, mais c'est grosso modo... Il ne faut pas juste répondre du texte, il faut répondre à un JSON. JSON qui va comprendre des éléments, etc. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avoir d'agents. Parce que les agents, il faut pouvoir leur demander de donner des informations précises sur quelle est la prochaine chose à faire, etc. Quel est le message que j'ai envie de renvoyer, quelle est la prochaine question, etc. Et donc ça, il faut le structurer et il faut le renvoyer. C'est très simple, mais tous les modèles grand public l'utilisent, et il faut être familier là-dedans. Dernière chose, pour faire des agents, il faut des outils. Les outils, il faut les considérer, la lesson learned, c'est qu'il faut considérer la création de l'outil, la documentation, le nom de l'outil, les noms des paramètres comme des prompts. Soyez spécifique, soyez très explicite sur le nom, passez un peu de temps à ouvrir un dictionnaire, ou googler un dictionnaire, ou demander à ChatGPT même, de vous trouver des meilleurs noms pour que les dispatchs marchent mieux. Ça fait vraiment une grosse différence. Et les outils, finalement, il faut aussi se dire, est-ce qu'ils sont dangereux ou pas? Est-ce qu'ils lisent de la donnée ou est-ce qu'ils écrivent de la donnée? Est-ce qu'ils ont une action sur le monde extérieur ou pas? Ensuite, on met tout ça dans une boucle. Donc, il y a un bouquin qui s'appelait Start with Why pour motiver les équipes. C'est un peu la même chose pour un orchestrateur. L'orchestrateur pensait que c'est juste un junior pas très bon, sur lequel il faut lui expliquer plein de trucs. Et donc, comment est-ce que je prompte tout ça? Et finalement, vous ajoutez des cycles. Donc, vous lui dites, voilà, tu peux recommencer à faire ce que tu veux jusqu'à temps de sortir de la boucle pour faire un truc. Donc ça, c'est les agents. Je ne sais pas si tout le monde en a construit. Je trouvais que c'était un récap un peu intéressant. Sur ce que nous on a appris, c'est encore une fois se focaliser sur la valeur business. Donc quel est l'output que j'ai envie de générer, quel ROI je vais avoir, est-ce que ça a du sens d'utiliser de l'IA au début, ou est-ce que je serais content de faire juste un truc automatique, juste un arbre de décision tout à fait standard. Est-ce que je peux faire du ML aussi, qui est l'IA moins hype, mais qui reste de l'IA, et est-ce que j'ai besoin d'agents, et est-ce que j'ai les données aussi pour pouvoir faire ça, pour que l'agent puisse en fait donner des réponses intéressantes. KISS, c'est Keep It Simple Stupid, ou Stupid Simple comme vous voulez. Mais grosso modo, il faut faire les choses simples et ensuite complexifier. Donc là, vous avez un peu l'historique de ce que nous, on a fait. Exactement même expérience. RAG. Ensuite, on a fait un agent qu'on appelait Curieux. Curieux parce qu'il pose des questions. Parce qu'on trouvait encore une fois que pas poser de questions, c'était un peu nul pour un agent commercial. Et donc, on a fait une partie du workflow qui était juste de poser des questions et d'alterner ça avec du RAG, etc., et de détecter ce qui se passait. On a fait des RAG un peu compliqués avec du HIDE, donc du Hypothetical Document Embedding, du re-ranking, etc., pour pouvoir avoir une qualité qui était bonne. Et comme je disais, ça, en fait, on enlève le problème de notre stack. On merge tout ça dans un knowledge engine, on met des dispatchers, on commence à complexifier le dispatcher jusqu'à temps d'arriver à un point, en fait, ça devient tellement compliqué que c'est ingérable, et ça ne servait à rien de continuer là-dedans. Donc en fait, passer plutôt sur des workflows vraiment agentiques et sur de la réorchestration multi-agents.
Intéressant par contre, c'est que comme notre plateforme avait été créée de façon modulaire dès le début, en se disant de toute façon ces agents-là ils vont bouger, ils vont changer, etc. En fait, le refacto de passer sur une orchestration multi-agent à partir d'un workflow tout bête, ça nous a pris une semaine. Avec des performances qui sont bien meilleures sur notre test set. Sur les prompts, pareil, rester simple et complexifier derrière. Ça ne sert à rien d'essayer de demander au modèle de tout faire d'un coup. Déjà, essayer de faire en sorte qu'il fasse ce qu'on lui demande, c'est déjà bien. Et dernière chose que j'aime bien rappeler, c'est que les frameworks, c'est bien. Mais il y a aussi beaucoup de frameworks qui font n'importe quoi, qui vous poussent dans une direction ultra complexe sous prétexte de... alors je ne peux pas le dire sur vidéo, mais voilà, de faire des choses qui servent à rien. Et je trouve que par exemple, si vous regardez ce qui est sorti par OpenAI récemment, le Swarm qui est devenu Agent SDK, ils se sont arrêtés au bon niveau. C'est-à-dire qu'ils ont fourni un système qui est à la fois open, qui permet de faire des choses, qui permet de rapidement rentrer dedans, qui ne fait pas trop de trucs non plus, qui ne vous embarque pas dans des couches d'abstraction bizarres, alors que des frameworks comme LangChain, LangGraph, etc., ça peut être très bien pour... LangChain non, mais LangGraph oui, ça peut être très bien pour faire des choses compliquées si on maîtrise le framework, si on rentre dedans, etc. Ça sert aussi à rien pour pas mal de flow. Faites-le au moins une fois à la main avant de confier votre futur à un framework sur lequel vous allez avoir beaucoup moins de contrôle. Sur les modèles de fondation, le seul truc que je garde en tête, c'est que je commence par le plus cher, le plus cher, peut-être pas le 4.5 là, mais OpenAI 4.5, mais sur un modèle qui va être très performant, juste pour voir si ça marche. Parce que si le modèle le plus performant ne marche pas, c'est qu'il y a déjà un problème quelque part d'autre. Et ensuite, on réduit. Nous, on est encore sur des modèles publics. Il y aura de la même façon, alors des modèles publics avec beaucoup quand même de GPT-4o mini et de Gemini 2.0 Flash, etc. Des modèles qui coûtent donc rien. Je crois qu'on a une facture GCP qui est quelques centimes. Enfin, c'est absurde pour ce que ça fait. Mais commencer par des modèles qui sont plus performants, donc du 4o, du O3 mini, ce genre de choses. Et ensuite, aller sur des modèles plus simples une fois que vous avez bien maîtrisé, que vous avez votre dataset, que vous savez à quoi le comparer, etc. Finalement, on parlait de plateforme, qu'est-ce qui manque? Tout le reste. C'est-à-dire qu'on a fait des agents, on est content, on a un truc qui marche, on l'a quand même fait sérieusement de telle façon à avoir une vraie performance sur la conversation, etc. Par contre, il faut mettre des guardrails en place, guardrails sur l'input. Est-ce que l'utilisateur est en train d'essayer de me hacker? Parce qu'il y a des petits rigolos qui s'amusent. Et à l'inverse, est-ce que mon modèle est en train de répondre n'importe quoi et potentiellement m'expose à un risque pour ma marque, dans notre cas, donc c'est important, mais ce n'est pas la fin du monde, ou même un risque légal si je suis sur un domaine un peu protégé. Les guardrails, c'est important, il faut en mettre en place. Il y a des boîtes qui font ça dédiées, qui peuvent vous aider. Sinon, il y a des moyens de le faire déjà en interne. Enfin, on peut déjà quand même tuer 90% du problème en le faisant soi-même. Ensuite, security and compliance, c'est important. On traite des données des gens sur des conversations. Donc, comment est-ce qu'on reste GDPR compliant? Comment est-ce qu'on va enlever en fait de l'information des prompts tout en gardant le contexte qui va me permettre quand même de faire le raisonnement. Donc, on crypte une partie des données qui arrivent avec un modèle local avant de l'envoyer à des modèles publics. La donnée que je stocke, etc., qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je la garde de façon secure? Comment est-ce que voilà, vous avez compris un peu tous ces sujets-là. Sur l'observabilité, si on ne voit pas ce qui se passe dans le système, grosso modo, on ne sait pas ce qui se passe dans le système. Et si on ne sait pas ce qui se passe dans le système, c'est-à-dire que ça ne marche pas. On peut avoir, nous au début, on était contents, on avait mis notre truc en production, on avait un design partner qui était assez risk taker et qui n'avait pas froid aux yeux et qui, en fait, on s'est rendu compte que les conversations allaient un petit peu dans n'importe quelle direction et donc il a fallu instrumenter pour pouvoir voir ce qui se passait et continuer. Sur l'observation, encore une fois, c'est pas mal aussi si on arrive à le plugger sur tout ce qui est test set et en fait se créer le test set au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin forcément de label, ça permet juste de voir un peu les conversations qui arrivent. Et c'est aussi intéressant, comme je disais, sur le TMO, pour savoir un peu quelles sont les conversations qui ont lieu. On a des clients qui sont convaincus de connaître leurs clients,
finaux. Et en fait, on leur montre des conversations qui ont lieu et on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qu'ils pensaient. Donc c'est une conversation qui est hyper intéressante et qui a énormément de valeur pour eux. Même si le projet derrière se plantait, ils auraient quand même appris plein de choses sur leurs clients. Ils ne se plantent pas, on est super bon, mais voilà. Sur les prompts et les configs, nous on a très vite investi dans un framework en fait, qu'on a créé, parce qu'on n'a trouvé pas quelque chose qui existait, pour pouvoir gérer tout le système avec un gros JSON ou des patchs de JSON, etc. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, on a des clients qui ont envie d'avoir une expérience qui est différente sur différentes pages du site, qui est différente en fonction de l'heure de la journée sur laquelle vous arrivez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre au téléphone s'ils appelaient, etc. Et en fait, ça, vous ne vous retrouvez pas à créer un seul agent, vous vous retrouvez à créer 6, 7, 10, 12 agents et en fait on ne va pas leur facturer 12 projets. Donc en fait il faut qu'on puisse rapidement en fait, déployer des choses, des variations, etc. On puisse les tester, qu'on puisse savoir qu'à telle date, tel modèle a été déployé et un modèle, enfin un système, c'est les modèles qui ont été utilisés avec des checkpoints, avec des prompts qui ont été versionnés, avec des assemblages qui ont été aussi connus, etc. Il y a déjà suffisamment de stochasticité dans les modèles pour pas qu'on rajoute quelque chose juste parce qu'on ne sait pas ce qu'on a mis devant le client. Et dernière chose, sur les data connecteurs et sur le management, il faut pouvoir se connecter à tout ça. Qu'est-ce que ça donne derrière? C'est une slide, comme je disais, ça fait 10 ans que je la présente, cette slide-là. Je l'ai remis au goût du jour pour tout ce qui est conversationnel. Il y a quand même quelques éléments qui changent, mais grosso modo, c'est une slide avec de l'intégration avec des données entreprises, des interfaces de l'autre côté, tout un système de modularité pour pouvoir en fait se connecter sur les derniers modèles qui existent ou ceux qui sont les moins chers ou ceux qui viendront demain, etc. Des databases qui sont aussi chez nous, qui peuvent virtualiser chez le client. Donc on n'a pas besoin forcément d'ingérer les données nous-mêmes s'ils sont déjà équipés sur certains trucs. Et toutes les couches dont on vient de parler avant. Donc pour récap, cette plateforme, elle nous sert, nous, à faire de la vente de produits complexes qui nous permet en fait, d'avoir des conversations compliquées avec complexes, pas compliquées, elles sont faciles, les gens sont contents, mais complexes avec les clients finaux, avec de l'IA conversationnelle. Les agents comme une évolution des LLM et pareil pour l'évolution vers de l'orchestration multi-agent. Pensez data, pensez agent, pensez interface en termes de couches qu'il faut. Il y a toute une couche de trucs à faire autour de l'agent. Donc c'est bien de se focaliser pour que ça marche, mais ça explique aussi pourquoi 99% des POC qui ont été faits en IA jusqu'à maintenant ne sont pas allés en production. C'est parce que les gens ont ignoré toute la couche qu'il y avait autour et ont eu pensé assez tôt, c'est important. Et donc voilà, si vous avez besoin si vous voulez faire des agents et les mettre en production, ce qui est quand même la fin, faut que ça paye, il vous faut une plateforme. Voilà, donc pareil, même message. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on recrute des devs, des personnes en marketing, des gens en DevOps, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter personnellement ou à contacter Careers Cleo AI si vous avez un intérêt. Voilà, merci. Merci beaucoup d'enseignements, beaucoup de retours terrain. Ça, c'est toujours très intéressant pour nous tous pour pouvoir apprendre. Je prends les questions de la même manière pour ceux qui voudraient commencer. Vous êtes tous impressionnés par l'architecture qui a été mise en place. Non, personne? Si, pardon. Ouais, petite question. Qui dit multi-agent dit certainement plusieurs modèles. Les modèles changent, évoluent, il y a des déprécations. Donc comment tu t'assures que tout ce petit monde continue de parler correctement avec les bons résultats? Parce qu'en fait, nous, on a vu que des fois, d'une montée de version sur un Azure OpenAI vers un autre, il y a des fois des différences. Donc s'assurer de ça. Et deuxième question, vous avez de la donnée souvent très fraîche, du RAG. Comment vous faites vos mises à jour là? J'imagine que les clients que vous avez vous donnent régulièrement, je sais pas, des nouveaux tarifs, des nouveaux trucs, etc. Donc, comment tu fais pour que ça te coûte pas trop cher de tout réindexer ou, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des méthodes? Ouais, alors sur les modèles, effectivement, plein d'agents, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre effectivement dans les workflows des LLM différents et dans les agents même des
agents qui sont plus simples que d'autres, etc. Certains qui sont même quasiment des outils. Comment est-ce qu'on fait? On teste de façon unitaire les différents agents. Donc on s'assure que sur un dataset connu, tel agent va répondre des choses qui sont censées, que ce soit un truc très précis si c'est un outil ou si c'est quelque chose de généralement bon si on fait un modèle plus complexe. Et sur les interfaces entre l'orchestrateur, en fait c'est récursif, hein, c'est une tortue sur une tortue sur une tortue, sur les trucs récursifs, en fait, on fait de la même façon, on standardise l'interface et on force les modèles à faire de la génération structurée. Donc en fait, juste en regardant le fait que la structuration est bien arrivée et en rejetant une structuration qui est mauvaise en lui disant revois ta copie, déjà on élimine pas mal de choses. Ça arrive, les modèles deviennent meilleurs là-dessus. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des, alors c'est très expérimental encore, mais on a des flows on a des tests de conversation où on teste pas que la conversation, enfin que le message 1 est arrivé après le message 2, après le message 3, enfin dans l'inverse, 1 puis 2 puis 3 puis 4, mais que grosso modo la conversation est arrivée dans le bon sens et qu'on a réussi à la fin à avoir quelque chose d'intéressant. On n'est pas encore arrivé à faire un agent qui parle à un autre agent, parce que quand on fait ça, le LLM a tendance à être hyper sympa et donner toute l'information dès le début, donc il n'y a plus de jeu d'essayer de la récupérer, mais on essaie de mettre ce genre de choses en place. Donc des interfaces qui sont bien standardisées, qu'on peut tester, etc., et des tests unitaires pour commencer avant de faire des tests d'intégration. Donc rien de nouveau, mais appliqué à la sauce IA. La deuxième question, c'était sur la donnée, sur les coûts. En fait, nous, on n'a pas vraiment de challenge là-dessus. On est une startup, on a quand même beaucoup de funding gratuit, première chose. Et puis, pas des investisseurs, hein, des Google, des AWS, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça ne nous coûte pas si cher. On utilise des modèles qui sont assez petits. Les modèles Gemini, je les recommande vivement. Ils coûtent littéralement rien, les modèles Flash, et ils sont capables de faire des extractions de données fantastiques. Donc s'il y a un processing à faire pour pouvoir trouver des thèmes sur des produits, etc., on les fait comme ça. Les données chez nous sont rafraîchies de façon quotidienne. Donc la réindexation, elle n'est pas non plus sur l'ensemble du catalogue. Donc on fait des e-tags, on check des versions, on fait seulement le delta et on arrive à faire des choses qui sont intéressantes. Voilà. Une question. Merci beaucoup pour la présentation. Moi j'ai une petite question. Quelle est la part de déterminisme dans votre chatbot? Est-ce qu'il y en a un petit peu des règles écrites? Vous vous êtes dit, à ce moment-là, il ne faut pas qu'on pose plus de 3 questions, par exemple, parce qu'avec un curieux, il peut être trop curieux et faire que poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de déterminisme ou pas du tout? Alors, ouais, bonne question. Justement, quand on avait fait des workflows de LLM, grosso modo, c'était hyper... c'était pas un arbre de décision, mais c'était quand même... c'était plus avancé que ça, on avait des conversations qui étaient plus intéressantes, mais on était sur, grosso modo, capturer la diversité des questions, la nature un peu vague des requêtes, mais sur les réponses, on était quand même assez structuré. Et l'un des feedbacks qui nous a été fait, c'est vous êtes gentil, mais en fait, grosso modo, à bout d'un moment, je suis rentré dans un état conversationnel, si on veut, de poser des questions, et je ne peux plus en sortir. C'est-à-dire que où voulez-vous aller, quelles sont les dates auxquelles vous voulez y aller, etc. Et puis, on arrive à un moment à l'utilisateur qui fait, mais en fait, non, mais moi, je suis intéressé par autre chose. Comment est-ce qu'on sort un peu de cet état pour faire autre chose, etc. Et donc, sur des workflows, on peut assez facilement, on peut assez rapidement se trouver bloqué dans un flow qui ne correspond pas à la conversation qui a lieu. Passer sur des agents, ça permet justement d'en sortir. Et quand on est passé sur des agents avec notamment un plus gros orchestrateur tout en haut, en fait, on a cassé et on a une flexibilité de la conversation qui est beaucoup, beaucoup plus grande. On faisait déjà de l'orchestration, de l'intention, etc., pour pouvoir un peu sortir. Mais il fallait un peu codifier les transitions entre les états, etc. C'était pénible. L'agent, avec un modèle comme GPT-4o, par exemple, ou 3 mini, est capable de faire rapidement en fait, des switches, de revenir sur... donc en fait, on a réduit tous nos états conversationnels à un seul. Et il est capable de gérer en fait, la diversité des agents qui sont en face de lui et dispatcher au bon moment, etc. Tout n'est pas résolu, mais ça marche bien. Ça répond à ta question ? Merci pour cette...
Ouais, donc la question c'est sur le degré de mutualisation en fait de l'expérience d'un client à un autre, et aussi qu'est-ce qu'on vend, mode question. Donc je vais commencer par ce qu'on vend, et ensuite la deuxième c'est la question que nous posent les VC en permanence. Comment est-ce qu'on mutualise, comment est-ce qu'on scale, etc. Mais sur ce qu'on vend, comme je disais, en fait on vend à la fin une expérience conversationnelle à la boîte. On vend une boîte, on est en B2B et B2B2C. Et donc on leur propose d'avoir sur leur site une expérience conversationnelle. Alors comment ça se monétise derrière? Ça se monétise soit par des conversations qu'on lieu et qu'on facture, en disant il y a eu une conversation, on a aidé la personne en fait à comprendre mieux vos produits, etc. Donc il y a un gap un peu qui est fait. Ou même dans certains cas, on est sur du outcome based, c'est-à-dire que en fait on va facturer un peu comme un apporteur d'affaires. Une fraction de l'argent qui a été généré. Donc ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans d'autres. De temps en temps, c'est trop dur à traquer, donc on ne pourrait pas le structurer comme ça. Mais c'est assez vertueux parce que si on fait un boulot merdique, on n'a pas de sous. Et si on fait un très bon boulot, on bénéficie aussi d'avoir une meilleure qualité. Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne facture pas... quand je dis on facture des conversations, par exemple, on ne facture pas à l'interaction. Si ça nous prend 10 interactions ou 50 interactions pour arriver au résultat, c'est pour notre pomme. Si on arrive très rapidement à trouver l'intention et à générer un intérêt du côté du client pour qu'il achète, dans ce cas-là, on a fait notre meilleur boulot, et en plus de ça, on a des coûts qui sont moindres parce qu'on a eu moins d'interactions. Donc ça, c'est comme ça qu'on le voit. Comment est-ce qu'on scale d'un use case à un autre? En fait, comme je disais, on a investi assez rapidement dans un framework de config. Et en fait, on voit que pour une industrie particulière, on est capable de réutiliser pas mal d'agents. Un agent, ce que je pense être un agent, c'est le code algorithmique, donc le code qui a permis de faire un agent de retrieval d'informations, un agent de recommandation de produits, etc. C'est les données qu'on a injectées dedans. Donc, par exemple, dans le voyage, il y a un player qui s'appelle Orchestra qui fournit ses services à quasiment la totalité des distributeurs de voyage, pas les designers de voyage, mais les distributeurs de voyage. Et dans ce cas-là, en fait, être connecté chez eux, ça nous permet de réutiliser ça et d'aller très très vite sur un autre déploiement. Et la dernière chose, c'est une configuration de cet agent. Donc la configuration, les prompts, si vous voulez, ou il y a plus que du prompt, mais ça nous permet aussi de créer un agent. Et en fait, en faisant varier un peu ces paramètres-là, on les clone, on en fait des variations, etc. Et on se crée un répertoire qui fait que notre première implémentation chez Havas Voyage, par exemple, ça nous a pris 6 mois. Bon, on commençait, il fallait construire l'avion en même temps qu'on le faisait voler, mais on essayait de le faire voler en tout cas. Et ça nous a pris 6 mois. Deuxième implémentation chez un autre client, on est plutôt parti sur du 6 semaines. L'implémentation sur laquelle on est en ce moment, on est plutôt sur du 3 semaines. Et je suis convaincu qu'à terme, en fait, ces tâches-là, elles prendront moins d'une semaine, voire seront quasiment automatisées. Sur ce qu'on fera, c'est qu'on continuera à vendre toujours des projets qui durent quand même 4 à 6 semaines, parce qu'en fait, on fera des choses plus avancées. Encore une fois, dans notre ancienne boîte, on faisait la même chose, et les projets ont toujours duré la même durée, sauf qu'on faisait des choses de plus en plus dures. Donc l'investissement, c'est de faire un secteur différent, en fait. L'investissement, c'est de rentrer dans un secteur différent, parce qu'en fait, on doit parler avec les équipes, on doit comprendre quels sont les blueprints de vente, quelles sont les questions qu'il faut poser, etc. Quelles sont les sources de données un peu standards, quelles sont ce genre de choses. Donc ça, c'est un investissement plus important. Aujourd'hui, on est par exemple grosso modo dans 3 industries, et on considère qu'on peut faire une des industries par quarter maximum, par trimestre maximum. Super, merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Un des enjeux justement pour faire les agents, c'est justement la bonne communication entre les modèles de LLM et en fait avec les différents outils, donc d'avoir des données bien structurées. Et à ce propos, donc il y a Anthropic qui a sorti il y a quelques mois donc le modèle Context Protocol. Et est-ce que vous le voyez justement comme la future prise USB Type C pour connecter un peu tous les outils les uns avec les autres? Ouais. Exactement, oui, c'est ce que c'est. Nous, on l'utilise. Alors, le MCP, c'est bien, c'est un standard, grosso modo. Le travail qui a été fait, c'est de standardiser comment est-ce que les modèles qui appellent doivent formuler leurs requêtes, et les services qui sont disponibles doivent mettre à disposition leurs données. Donc, c'est un peu l'API des LLM. Donc, effectivement, c'est l'USB Type C, si on veut, c'est une standardisation là-dessus.
c'est intéressant si vous êtes un fournisseur de services ou si vous êtes quelqu'un qui doit taper dans des services externes. Nous, par exemple, nos services, nos sources de données ne sont pas MCP parce qu'en fait, bon, on pourrait le faire à un moment, mais ce serait pas forcément utile. La raison étant que on sait qui parle, enfin, grosso modo, on a un coupling qui est très fort entre les deux. Par contre, ce qui serait intéressant pour nous, ça va être de créer, enfin, en tout cas dans la roadmap actuelle, c'est de créer un client MCP ou d'utiliser un client MCP pour pouvoir se connecter à un service X, Y ou Z qui va émerger, qui va parler ce protocole-là en se disant on ne fait plus tourner l'agent sur notre stack, on la fait tourner sur un service externe. Encore une fois, c'est intéressant. Je pense que comme dans pas mal de choses en IA en ce moment, il y a quand même beaucoup de hype. Faut voir si c'est utile pour ce qu'on a envie de faire. Ça reste une standardisation. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de choses derrière. Mais c'est cool, hein, c'est bien que ça standardise. Oui, j'avais une question. Oui. Bonsoir, merci pour cette présentation. Je me demandais, vous avez dû beaucoup switcher entre GPT 3.5, 4 et 4o, enfin vous avez upgradé. Est-ce que tu sens une stagnation là au niveau de l'efficacité de ton agent, genre par exemple, je sais que le 3.5 il avait du mal à sortir du JSON à un moment, et quand on l'augmentait au 4 et 4o, là ça marchait super bien. Est-ce que toi là tu sens qu'en changeant au 4.5 ou au 4o1, c'est un vrai changement Alors, j'ai pas testé 4.5 parce que il coûte beaucoup trop cher, je pense, pour ce que j'ai envie de faire. Après ça, donc je prends pas toujours le dernier modèle parce qu'il y a un moment où ils abusent. Mais sur 4o, quand il viendra moins cher, comme tous les autres modèles ont fait, peut-être. Sur 4o, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre là où ça va. Nous, notre plateforme évolue quand même très vite. On est une petite boîte, hein, on vient de commencer, ça fait 1 an. Mais, donc, en fait, te dire si c'est le modèle qui a beaucoup évolué ou si c'est juste notre meilleure compréhension, meilleure utilisation des outils, meilleur framework qu'on a mis tout autour, etc., meilleure structuration de nos prompts, ce serait un peu compliqué. Je sais, par exemple, que la façon de prompter a changé. On était beaucoup sur du role-playing. Aujourd'hui, des modèles de Gemini, par exemple, je les prompte plus en JSON directement. Je lui balance un JSON en disant, au lieu de mettre du Markdown, grosso modo. Et des études qui ont été faites, d'ailleurs, ils comparent un peu les différents formats. Et je pense que ça évolue aussi un petit peu en fonction de comment est-ce que les modèles sont... le mot m'échappe, mais... on leur demande en fait de se comporter d'une façon alignée. Et donc ça évolue et on essaie de rester un peu au goût du jour. Il y a clairement une évolution entre 3.5 et 4, 4 et 4o, au-delà du côté juste multimodal. Après ça, je suis beaucoup plus impressionné par ce que Gemini a réussi à faire, de passer d'un modèle minable à un modèle qui est vraiment canon maintenant. C'est vraiment très bien. Voilà, donc j'essaie de suivre un peu les différents acteurs et encore une fois, on ne passe pas non plus notre temps à tester des modèles. Donc, on en a qui marchent bien, on se focus sur le business maintenant. Merci. Est-ce que vous avez des questions? J'ai oublié personne? Non? Si? Ah, pardon. Bonjour. Je voudrais vous demander que pensez-vous d'un modèle comme DeepSeek et à quel point les modèles sont importants dans les workflows ou pour les agents de manière générale? Comme le modèle, c'est le cœur. Hein. Enfin, si on n'a pas un bon modèle, on n'a pas un bon workflow à la fin. DeepSeek, je ne l'ai pas testé personnellement. Encore une fois, nous, on est plutôt sur des modèles par API aujourd'hui. Je me sens pas d'utiliser l'API DeepSeek. On pourrait essayer de le tester sur d'autres trucs, etc. Mais j'ai pas encore la taille d'avoir créé un groupe R&D. Donc on fait la R&D un peu nous-mêmes. À un moment, on aura, s'il y a des gens qui sont intéressés, d'ailleurs, on va le faire bientôt. Mais l'idée, ça va être de créer un groupe qui va pouvoir tester ces modèles-là et un peu être plus au goût du jour. Il y a
plein de sujets de recherche intéressants. Sur l'importance des modèles, c'est comme je dis, c'est critique, quoi. Donc nous, il y a quand même eu un gap énorme une fois qu'on est passé de une fois que les modèles mini, grosso modo 4 mini, ont été disponibles par rapport à 3.5 par exemple. On n'avait pas besoin de mettre un modèle qui était énorme, on a un modèle qui était à la fois rapide, qui pouvait répondre rapidement, parce qu'en fait on a quand même un challenge de pouvoir répondre en moins de quelques secondes, c'est peu de secondes. Donc en fait il nous faut des modèles qui répondent rapidement, donc sur des tâches qui étaient simples, avoir des modèles qui sont ultra performants, type 4 mini, type les modèles Gemini Flash par exemple, c'était vraiment un game changer. Et sur l'orchestration, comme je disais, là on prend des modèles qui sont bien. Alors peut-être pour continuer sur cette question-là, 4O par rapport aux 3 mini, par exemple, des modèles de raisonnement par rapport à des modèles intégrés. J'aime assez les modèles intégrés parce qu'ils font le reasoning qu'il faut. Nous, on ne fait pas des tâches PhD, hein. On demande à trouver l'agent qui est capable d'avoir cette information-là, etc. Donc les O1, O3, etc., ça ne nous sert pas à grand-chose dans le sens raisonner à fond, très longtemps, etc. Et au contraire, c'est détrimental parce que par défaut, ils vont prendre beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps que des modèles intégrés, et ils auront moins peut-être de mémoire paramétrique, il y a des moments où les hallucinations internes en fait peuvent être utiles dans des domaines qui sont faciles. Le voyage, c'est facile en fait. Il y a tellement de données publiques qu'en fait de temps en temps avoir le modèle qui te file un petit coup de main en disant en fait je peux quand même te donner quelques infos, ça aide. Donc le laisser halluciner sur des sujets pas trop sensibles, ça peut être utile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Ouais, j'ai juste une question, parce que du coup, c'était sympa ta slide où tu as présenté l'empilement successif. Tu as une idée de c'est quoi le prochain empilement ou la prochaine tortue sur la tortue? Non, ouais, celui-là, ouais. Donc, enfin, t'as peut-être pas la réponse, je sais pas, mais... La prochaine étape, en fait, c'est comme si là on avait inventé la récursivité. Donc en fait, à partir de là, les fonctions elles peuvent être arbitrairement deep. Donc de l'orchestration, on pourrait aller assez profondément. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Mais je pense que déjà, il va y avoir toute une vague là-dedans. Un truc qui nous passe un petit peu à côté, nous complètement, c'est la multimodalité sur la voix, etc. C'est hyper intéressant. Mais pour nous, ça va être un axe de comment est-ce qu'on merge plus des expériences qui vont être sur différentes modalités de voix, de vidéo. Quelqu'un qui prend une photo d'un truc et qui dit j'ai envie d'aller là-bas, bah, qu'est-ce qui l'intéresse? La personne qui est une modalité qui n'est même pas type de données, mais qui va être l'interaction de la personne sur le site. L'historique, les flows, etc. C'est de la donnée qui est moins... Il n'y a pas des gros datasets, donc il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'y intéressent aujourd'hui, enfin qui publient en tout cas là-dessus. Mais c'est des modalités qui nous intéressent, nous. Donc je dirais que ce n'est pas forcément sur la complexité des modèles que je vois beaucoup de choses qui vont nous impacter, mais ça va être sur le type de données qu'on va pouvoir utiliser, il y a un boulot fascinant, là j'en ai vraiment pas beaucoup parlé, mais sur tout ce qui est interface en fait. Comment est-ce qu'on passe à un web, alors web 3.0 ça a été pris, mais web 4.0 où en fait l'interface, on n'est plus sur un catalogue Leclerc qui arrive sur votre site web et vous cliquez, vous faites des trucs, mais on est sur j'ai une intention, je vais sur un site, je récupère un site ou un autre médium et je récupère de l'information. Est-ce que le médium c'est un site sur lequel je vais ou est-ce que c'est mon téléphone qui parle à des sites différents? Comment est-ce que je gère une identité fédérée à travers tous ces trucs-là? Quelle est l'information que je passe? Est-ce que j'arrive avec des tokens de mon identité sur des sites qui sont en MCP ou équivalent? Il y a des choses hyper intéressantes à faire dans tous ces trucs-là. Plein de boîtes qui peuvent se créer. Mais je pense qu'il y a des sujets hyper intéressants et on arrive sur une interface humain-ordinateur qui va être radicalement différente. Merci beaucoup. Merci à tous.
Alors les discussions ne s'arrêtent pas là. Je vous invite à justement aller boire un verre. On a du soft, on a des bières pour changer, pour les meet-up. Et les pizzas sont dehors. Elles n'attendaient que ce timing parfait. Donc voilà, je vous invite à rester et discuter tous ensemble. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Merci, c'était top.